avant de démarrer, je remercie toute l'équipe qui est dirigée par Christophe, l'équipe financière du groupe qui a produit les comptes avec de plus en plus de facilité et de rapidité, même si on a un petit défi face close en cours entre nous. Je remercie aussi la DCM, enfin la direction marketing et communication du groupe, qui nous aide à vous proposer des documents de présentation qu'on espère en tout cas être qualitatifs. Et s'ils ne le sont pas encore assez, ils sont en progression en tout cas. Voilà. On démarre. Vas-y. Bon, c'est le sommaire, on démarre rapidement. Tu peux juste revenir. Donc, pour vous expliquer le déroulement de la présentation. Donc, on démarre par une stratégie, la stratégie du groupe et son développement. Je vais essayer d'être assez rapide sur ces phases-là, parce que pour ceux qui sont là de manière assez régulière, c'est un positionnement stratégique du groupe et une raison d'être de réalité qu'on a déjà expliqué 2 ou 3 fois. On fait un point sur la maîtrise d'ouvrage, un point assez rapide à ce stade, en tout cas sur la maîtrise d'usage. Je pense que dans les mois qui viennent, on aura un petit peu plus de choses à vous dire. Et ensuite, Christophe, qui parlera sur la maîtrise d'usage, reprend totalement la main sur la partie des états financiers, du parcours boursier, puis on fera à 4 mains la partie perspective et ambition. Bon, alors, l'intelligence des territoires, je rappelle que la notion d'intelligence dans nos têtes, c'est une intelligence au sens de la compréhension, au sens où les choses sont intelligibles, pas intelligentes. Alors, évidemment, quand c'est intelligible, on peut espérer que ça devienne intelligent. Mais c'est bien le sens de la compréhension d'un territoire. Et ça fait 2 ans qu'on en parle, encore une fois, et même encore un peu aujourd'hui, je pense que les analystes du monde de l'immobilier n'ont pas tout à fait compris les mutations en cours dans notre métier. Puisqu'on a et d'ailleurs c'est parfois un peu frustrant pour les opérateurs que nous sommes de voir comment l'approche du métier de la maîtrise d'ouvrage qui s'est transformée aujourd'hui est parfois réduite à sa plus simple expression dans sa compréhension bancaire et financière. C'est pas une figure de style, c'est pour dire que y a vraiment un métier qui change, et si on était resté promoteur immobilier de logement en diffus, on n'a absolument aucune raison d'être sur le marché. À Nantes, il y a 150 promoteurs capables de faire un immeuble de logement en Pinel. Donc très sincèrement, quel est l'intérêt d'un investisseur qui souhaite devenir actionnaire du groupe d'investir chez Réalité ? Les perspectives de création de valeur où on se positionne juste sur celui qui paye le plus cher les fonciers, qui donne le plus d'honoraires pour distribuer ses logements et qui, à la fin du jour, gagne le moins d'argent. Je ne vois pas la pertinence et la création de valeur d'un opérateur qui n'est que sur ce créneau-là. Et d'ailleurs, on le voit, parce que beaucoup d'opérateurs qui ne font que du logement, aujourd'hui, ne se développent plus. Et ça, c'est une des grandes tendances du marché depuis 2-3 ans. Depuis le début, j'entends, depuis maintenant 16 ans, j'entends c'est difficile de trouver du foncier. Bon, à partir du moment où on considère que travailler, c'est difficile, oui, c'est difficile de trouver du foncier, mais quand on travaille, on en trouve. Ceci dit, depuis 2 ans, 3 ans, c'est probablement plus dur que ça n'a jamais été, parce qu'on est de plus en plus de promoteurs qui ne font que de la promotion immobilière, qu'on a en face de nous des élus qui sont de plus en plus conservateurs, voire populistes dans leur slogan électoral et dans leur perspective de réélection en mars prochain. C'est-à-dire que ce que vous voyez à la télévision avec les mouvements un peu, un croisement gilet jauniste, décroissionnistes, c'était mieux avant, etc. Nous, c'est tous les jours avec tous les élus sur tous les territoires. Sachant que les 2 tiers d'entre eux sont élus sur des programmes anti-construction et anti-développement. Donc quand vous arrivez avec des PC, des projets de croissance, de nouveaux quartiers, etc., vous imaginez les enjeux de stratégie politique, de communication qu'on doit déployer pour réussir. Et ça fait qu'un simple promoteur immobilier de logement aujourd'hui, face à une raréfaction historique du foncier et à un grand problème de positionnement, parce qu'il n'est que maître d'ouvrage, perçu comme un artificialisateur qui vend de la défisque. Là, je vous parle, je tiens un discours Europe Écologie Les Verts en version extrémiste, mais qu'on entend tout le temps, parce que nous, à chaque fois qu'on fait une publication sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on prend en retour.
eh ben, il ne se développe plus et il ne peut plus se développer. Quand il trouve un foncier, il n'obtient pas son permis. Et quand par miracle, il a obtenu son permis, il ne le purge pas parce qu'il ne comprend pas l'environnement politique, au sens noble du terme pour le coup, dans lequel il s'inscrit et il n'est pas capable d'emmener son projet au bout. Et l'intelligence des territoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, avec d'autres, contribué à l'invention d'un nouveau métier qui s'appelle le développement territorial. Voilà. Et ça sous-entend quoi? Je l'ai déjà dit les dernières fois, qu'on considère que l'ouvrage n'est qu'une conséquence. C'est pas évident pour une entreprise de dire que 99% de son chiffre d'affaires et de ses revenus, en fait, n'est qu'une conséquence d'autre chose. Et il a vraiment fallu l'intégrer. C'est-à-dire, c'est bien beau de le dire, mais quand vous êtes face à tous les collaborateurs du groupe et que vous leur dites votre métier n'a strictement aucune valeur ajoutée, vous comprenez que c'est un sujet qui est délicat. Parce qu'après, il faut redonner du sens aux équipes pour les emmener vers un projet de croissance et qui soit vertueux à 360 degrés. Et le développeur territorial, l'intelligence des territoires, c'est de dire je suis partenaire d'un territoire qui est représenté par des élus et qu'on doit être capable de comprendre les problématiques du territoire, ses besoins, qui sont d'abord des besoins de service, des besoins d'usage. Et cet usage et cette urbanisation d'un territoire a pour conséquence de permettre la réalisation et l'édification d'ouvrages. C'est vraiment ce positionnement-là qui change la donne. Je ne vous dis pas que sur 100% de nos opérations, on tient ce discours-là, ça n'est pas vrai. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on soit interpellé sur ce positionnement qui a aujourd'hui été bien compris par toutes les équipes et sur lesquels ils s'appuient pour essayer de se différencier dans l'environnement ultra concurrentiel dans lequel on se trouve. Voilà. Après, pour pas que ce positionnement reste lettre morte, il fallait quand même qu'on développe ce pôle usage que vous voyez en bas à droite. En bas à gauche, vous avez l'agent maîtrise d'ouvrage. Le premier travail qu'on a fait, c'est d'être multi-usage en maîtrise d'ouvrage. Hôtellerie, bureau, commerce, locaux d'activité, logement, médico-social, santé, école. On travaille avec des business schools en France pour bâtir leur stratégie de campus sur 10 ans. Oui, ok, c'est quoi On voit bien qu'on est loin du Pinel, d'un immeuble de 35 logements en banlieue de Nantes. C'est pas la même approche. Et en même temps, il faut être capable encore de faire cet immeuble de 35 logements en Pinel, en banlieue de Nantes, parce que c'est aussi celui qui met du carburant dans les véhicules de fonction des collaborateurs. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, les investissements dans les usages, vous savez qu'on a commencé au travers d'Eurus. Christophe et moi, on a de cesse de dire que Eurus est aujourd'hui invisible dans notre capital, et c'est bien dommage, parce qu'il est probable qu'à 10 ans, ça vaille plus que l'ensemble du groupe. Mais aujourd'hui, dans notre bilan, vous ne voyez que l'argent qu'on y a mis depuis 7 ou 8 ans, alors que dans 4 ans, il y aura 20 établissements ouverts et 400 salariés. Et que si vous regardez les multiples de EBITDA, de LNA, vous verrez qu'on a un réservoir de création de valeur qui est assez monstrueux aujourd'hui dans le groupe. Et ça, c'est un premier positionnement très fort dans les usages qui génère des synergies extrêmement importantes pour nous sur l'ouvrage, puisqu'on est autour d'une 15aine de pourcents, j'ai plus les pourcentages précis en tête, de la maîtrise d'ouvrage qui est réalisée grâce à Eurus. Et Eurus nous permet, quand on arrive sur un territoire, d'être réellement perçu comme un partenaire qui s'intéresse sur le long terme à ce territoire et à ses habitants, parce qu'on reste dans l'exploitation. Et le rapport d'échange avec les élus n'est pas du tout le même. Voilà. Pas du tout le même. Et Eurus nous permet aussi de nous intéresser, on en avait parlé la dernière fois, à tous les territoires secondaires dits programmes cœur de ville. On sait aujourd'hui que les 3/4 du pays ont été laissés en jachère. Probablement pour les 2/3 de ces 3/4, il n'y a pas d'alternative. Il faut probablement considérer que c'est irrémédiable parce qu'il n'y a probablement pas grand-chose à y faire. Mais qu'il y a quand même des territoires aujourd'hui, y compris des grandes agglos moyennes. Je vais penser à Saint-Brieuc, par exemple. Je peux penser à Angoulême. Je peux penser à Cherbourg. Je peux penser à toutes ces villes où il ne se passe plus rien depuis 30 ans et pourtant où il y a des choses à faire. Et bien, quand on est un exploitant de résidence pour personnes âgées, les personnes âgées à Nantes ou à Paris, dans le 6e, c'est les mêmes personnes qu'à Cherbourg. Hein. Donc, elles ont aussi besoin d'accompagnement et de services. Et ça nous permet d'aller nous positionner sur ces territoires-là par de l'usage, d'avoir un modèle économique qui est vertueux sur l'usage, qui a pour conséquence de nous permettre de fabriquer des ouvrages qui pèsent environ 12 ou 13 millions d'euros par actif. Voilà. Et aujourd'hui, cette année, on dépose 9 permis pour Eurus.
C'est peut-être un petit peu moins au gré des aléas des opérations, mais 9 permis, c'est extrêmement important pour nous. Voilà. On avance, juste, je vais terminer sur les usages. On a d'autres pistes au travers de la santé qu'on a encore un peu de mal à faire émerger. Sur Up2Play, on est sport loisirs et on est assez content. Christophe en parlera davantage s'il le souhaite. Et on est aujourd'hui sur un projet qui devrait se concrétiser à relativement brève échéance dans le monde de la résidence étudiante qu'on souhaitera décliner en fonction des opportunités de marché, d'un extrême en coworking et un extrême en co-living avec un cœur de métier en étudiant. Donc ça, c'est le positionnement du groupe qui permet de consolider les chiffres de développement qu'on vous présente tout à l'heure, puisque vous verrez qu'on a fait plus de 250 millions d'euros au premier semestre, ce qui, il y a 2 ans, était 100% de notre prod sur une année. Organisation et gouvernance. Donc, réalité, aujourd'hui, c'est un autre point que vous devez absolument intégrer, c'est qu'on est une ancienne PME qui est devenue une petite ETI et qui, dans 5 ans, sera une belle ETI, parce que c'est pour ça qu'on se lève le matin. Au deuxième semestre de l'année, on va créer 100 postes de travail, 100 ETP. Donc en 6 mois, on recrute 100 personnes. Quand on dit on recrute, c'est y compris les filiales d'usage. Hein. C'est pas que sur l'ouvrage, évidemment. On ne va pas recruter 100 personnes sur l'ouvrage au deuxième semestre de cette année. Mais vous voyez l'intensité RH que ça sous-entend, les parcours d'intégration, les problématiques de système d'information, les formations des gens, le management intermédiaire, le management qui est en N-1 vis-à-vis de Christophe et de moi. Comment on arrive à enrichir la culture d'entreprise, comment on garantit une QVT, enfin une qualité de vie au travail qui soit satisfaisante pour l'ensemble des collaborateurs, comment est-ce qu'on arrive à valoriser l'ADN, à l'entretenir, à le développer, à faire en sorte qu'à partir du moment où il y a 5 ou 6 étages hiérarchiques entre les premiers arrivants et puis nous, on ne se perde pas de vue malgré tout et qu'on reste dans un format de communauté qui partage un socle de valeurs, qui partage un projet d'entreprise qui fait sens à tout le monde. Et c'est là-dedans qu'on est engagé aujourd'hui. J'étais un peu long là sur ce propos-là, mais c'est pour vous dire que c'est essentiel de comprendre qu'on est sur un moment, au-delà du moment industriel que j'ai décliné sur le positionnement stratégique, on est sur un moment de bascule organisationnelle dans le groupe. Et ce moment de bascule organisationnelle, c'est aussi un moment de bascule managériale. Voilà. Et ça, c'est un moment de transformation qui est hyper intéressant à vivre, mais qui est un moment qui requiert beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie de notre part, et aussi beaucoup de remise en question. Et ce graphique, il vous montre peut-être quelque chose qui peut sembler un peu dérisoire, mais qui est pour nous extrêmement important, c'est le développement d'instances, avec des gens et le recrutement de cadres sup qui apportent vraiment quelque chose et qui sont des vrais cadres dirigeants à nos côtés. Voilà. Donc moi, Christophe, on ne se présente pas. Aurélien Barbin, qui est à la direction marketing et communication. Luc Bello, je rappelle, qui est ancien député, qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant pour développer la filiale qui est le laboratoire d'innovation, le développement des grands projets et la production des projets urbains. C'est des projets entre 50 et 150 millions d'euros à chaque fois, donc ça mérite un petit peu d'attention quand même. Laurent Godet, qui est directeur des affaires publiques et institutionnelles. Ça, c'est un poste qu'on a créé il y a 1 mois et demi. On a besoin d'une direction des affaires publiques aujourd'hui chez Réalité. Cécile Ibrahim à la DCH, Régis Magnien sur le développement international, Bertrand Malbé, qui est notre directeur juridique, qui n'est pas si ancien, puisqu'il est là depuis 1 an et demi. La moitié des gens qui sont présentés là sont là depuis 1 an et demi, 2 ans, quoi. Sabine Mouillefarine, qui est directrice générale du pôle de maîtrise d'ouvrage, qui est la dernière venue, je pense, de ce tour de table, puisqu'elle est là à peine depuis le début de l'année. Et autant vous dire qu'il était grand temps qu'elle arrive, puisque on a quand même un portefeuille de 150 projets en diffus sur nos 5 régions à piloter, et que c'est une femme qui a une petite 50aine d'années, qui a une grande expertise, une grande maturité personnelle, et qui va diriger le pôle de maîtrise d'ouvrage du groupe, vraisemblablement là, maintenant, et puis dans les prochaines années. Donc cette équipe de direction, elle était hyper importante, parce qu'on a besoin à l'échelle des fondateurs de ce comité exécutif qui soit un vrai lieu décisionnel où il y ait vraiment de l'échange, où il y ait aussi de la sincérité, où il y ait de la capacité à confronter les points de vue pour qu'ensuite on tente de prendre les bonnes décisions. Et ça, aujourd'hui, cette instance dans le groupe, elle fonctionne plutôt pas mal. Je pense qu'on a encore des petites choses à régler, mais c'est en train de bien fonctionner. Ça nous prend une journée par mois quand même.
Donc c'est une journée assez intense, mais qui nous permet de bien piloter le groupe. On travaille à un conseil d'administration qui est en place aujourd'hui, mais auquel on adjoint un espèce de conseil de surveillance des principaux actionnaires du groupe, qui n'est pas présenté là, mais on a aussi besoin qu'un certain nombre de nos actionnaires nous servent de miroir par rapport aux décisions qu'on peut prendre, aux engagements et donc aux risques qu'on a envie de faire prendre au groupe. Et en dessous, ce graphique est intéressant parce qu'il est simple. Vous avez une direction des grands projets, vous avez un pôle de maîtrise d'ouvrage, un pôle de maîtrise d'usage, le développement international et la foncière. Et vous allez voir que dans les années qui vont venir, c'est le dernier bras qui nous manque aujourd'hui. Enfin, bras, membre, secteur, ce que vous voulez. Mais on a besoin de 2 choses en foncière. On a besoin d'une foncière en amont pour capter des gros fonciers qu'on va transformer, sur lesquels on va créer de la valeur au travers d'opérations d'aménagement. Ça, c'est un premier axe de foncier où on a une logique marchand de biens 3-5 ans. Et on a besoin d'une foncière aussi peut-être plus long terme, 3-5 ans et plus, pour porter des actifs sur le long terme. Et aujourd'hui, on a un petit portefeuille de projets qui a une renta pas nulle. Mais c'est un bras dont on a besoin. Et là, on sera vraiment partenaire du développement des territoires. C'est capable d'investir dans des usages, capable de fabriquer tout type d'ouvrages, capable d'avoir une approche globale de la fabrique de la ville, la communication politique, la communication projet, la concertation. On est en train de recruter un expert en concertation. C'est très compliqué la concertation. C'est quasiment, on nous délègue une partie de la communication entre un territoire, ses élus et ses citoyens pour travailler avec eux sur les projets. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est que la concertation, quelles sont les questions qu'on soumet à concertation, quelles sont les modalités d'arbitrage. Vous voyez, on sort d'un rôle strictement de maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que je disais en tout cas, le positionnement que je vous décrivais avant, on est en train d'être capable de le réussir grâce à cette organisation qui se déploie et qu'on va continuer de renforcer parce qu'on a des besoins qu'on continue de découvrir au fur et à mesure du temps. Dans le COMEX, tu as juste oublié Marc Bernard, qui est notre directeur administratif et financier. Par contre, 13 ans. C'est ça. Voilà. Comme il est dans la salle, je ne voudrais pas qu'il se vexe. De rien, je t'en prie. Ouais, puis c'est pas comme si c'était pas important. L'implantation, donc là, 214 ETP, donc c'est les ETP moyens sur l'année 2019 du pôle de maîtrise d'ouvrage du groupe. On vous présente toujours les ETP moyens du pôle de maîtrise d'ouvrage parce que dans nos comptes en intégration globale, on n'a que de la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc c'est impossible de ramener les effectifs des autres BU qui sont passés en mise en équivalence. Donc si vous voulez réfléchir à la proportion de nos salariés qui bossent sur tel ou tel sujet, si on n'était pas clair sur ce point-là, finalement, on vous donnerait une information qui n'est pas lisible. Donc on a une implantation à Casablanca, vous le savez aujourd'hui. On a 5 directions régionales et on a 14 sites en France. Voilà. Rien de très nouveau, en fait, sur le premier semestre. L'effet marquant, là, c'est pareil. On avait prévu de développer un grand projet, ça a été fait. Vous nous suivez sur le Maroc, mais avec l'équipe, on souhaite plutôt parler du Maroc lors de la présentation des comptes annuels. Donc, on dit plutôt rendez-vous au début de l'année prochaine. Mais ça marche bien sur la partie de développement. L'équipe FI a réussi, ce qui est hyper structurant pour le groupe, la double émission obligataire TSSDI EuroPP au premier semestre. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Et on a mis en place, comme on vous l'avait dit, un CSE et de l'intéressement dans le groupe au premier semestre. Donc le projet d'envergure, c'est Quell. Quell, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gré à gré avec une métropole. Voilà. On n'est pas dans le cadre d'appel d'offres. Ça aussi, je peux vous garantir, parce que vous n'êtes pas de notre métier, probablement pour la plupart d'entre vous, réussir à gagner un gré à gré qui fait 110 millions d'euros avec une métropole aujourd'hui, c'est un exploit. Et le pire, c'est qu'on se sent capable de le refaire. Donc c'est plutôt bien. Mais ça, c'est lié à tout le discours que je tiens avant. Quell, c'est un ancien bâtiment industriel qui a abrité un ancien concurrent de La Redoute et de Trois Suisses. Vous voyez, ça nous ramène à nos souvenirs d'enfants avec La Redoute qui était à côté du Minitel. Et puis les grands-parents qui commandaient dans ces trucs-là. Voilà. Bâtiment de 50 000 m², entrée de ville, en très bon état en termes de gros œuvres, qui est là abandonné depuis 20 ans. Tous les promoteurs de la place passent devant depuis 20 ans. Personne ne se pose de questions, sauf nous. À un moment, on s'est dit, tiens, c'est bizarre ce truc. Et
à nos risques, à 100%. On a fait une préétude. On est allé montrer notre préétude en disant voilà le projet qu'on aimerait bien faire sur ce terrain-là. Ensuite, on est rentré en phase d'exclusivité, sans aucun engagement que ça réussisse ou pas. Une fois qu'ils ont été convaincus par le projet, on a négocié pendant 6 mois et ça a abouti à la signature de cette maîtrise foncière. Voilà. Et on est sur un projet multi-usage. On a du bureau, on a du logement, on a des commerces, on a une résidence pour personnes âgées avec Eurus. Donc Eurus travaille, toutes nos filiales en maîtrise d'ouvrage travaillent. Il y a beaucoup de notoriété. On va faire du logement en accession sociale, en libre, en investissement, enfin bref. Et ça donne du souffle, hein, parce qu'un projet à 100 millions d'euros, ça donne de la visibilité. On vous indique que sur le deuxième semestre, on a 2 projets possibles. Il n'a pas échappé à certains d'entre vous qu'on a gagné Bauer District dans le cadre d'IMGP2, enfin Imagine la métropole du Grand Paris 2, en juin dernier. Je vous assure que c'était pour nous une reconnaissance incroyable parce qu'il n'y a que des grands acteurs autour de la table. Là, on a changé de catégorie, on n'est plus avec les 150 promoteurs nantais. Il y a 22 sites, il doit y avoir 15 lauréats sur les 22 sites. Il n'y a que des grands acteurs. Voilà. Que les acteurs qui vont faire la ville dans les 30 ans qui viennent, quoi, globalement. C'était très compliqué. On était en concurrence avec une entreprise de construction qui était assez importante, mais surtout avec Pitch, filiale de Cogedim, et l'archi, c'était Villemotte. Voilà. Et il se trouve qu'en plus, ils avaient plutôt le club avec eux que nous. Et on a gagné le concours. Donc ça montre qu'on a bien environné notre dossier, ça montre qu'on avait un projet sur le plan urbain qui était hyper compétitif, hyper intéressant, hyper valorisant pour le territoire. Et en plus, on était ceux qui avaient la meilleure charge foncière. Donc cette vision globale, je vous dis, elle est hyper importante. Par contre, la tempérance qu'on vous demande d'avoir par rapport à Bauer, c'est un projet de 200 millions d'euros. C'est qu'on n'a pas signé la promesse unilatérale de vente. Parce que élection oblige, jeu des municipalités, nanana. Donc on ne peut pas considérer que c'est un projet qui est gagné définitivement. On a juste gagné le concours, mais on a gagné le droit de remettre des pièces dans la machine et de continuer à se battre pour effectivement signer la PUV avec l'accord du conseil municipal de Saint-Ouen. Cosra, on a acheté le terrain de Cosra à Amiens. C'est pareil, c'est une opération à 100 millions d'euros. Donc du coup, là, pour le coup, on est propriétaire. Ça appartenait à un Allemand. Une ancienne draperie de velours en entrée de ville. Splendide bâtiment industriel, patrimoine industriel français, encore une fois, laissé en déshérence parce que voilà, personne ne s'y intéressait. Projet multi-usage. Enfin, vous verrez quand on en dira plus peut-être dans 6 mois. Mais ce projet-là est entré dans les tablettes. Alors, c'est très bien pour le groupe, ces grands projets. Par contre, on ne veut surtout pas devenir unijambiste en ne faisant que des grands projets. On veut absolument garder le portefeuille de diffus parce que c'est très difficile. C'est des projets de temps long. On développe aujourd'hui, on recrute des gens, on dépense de l'argent aujourd'hui pour des projets qui vont faire du CAIFRS dans 2 ou 3 ans. 5 ou 7. Voilà. Les livraisons peut-être. Enfin bref, vous prenez un timeline d'une OP classique de maîtrise d'ouvrage et vous rajoutez 3 à 5 ans à chaque fois. Donc déjà que ça dure 4 ans. Donc vous voyez pourquoi on vous dit que le développement d'aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires de 2023, 24 ou 25. Le Maroc, donc on a 3 projets qui sont, j'ai envie de dire gagnés, même si on a des parachèvements juridiques à faire le 21 et le 22 octobre prochain. D'ailleurs, on fait un grand événement à Casablanca le lundi 21 octobre prochain. Le Lincoln, hôtel 5 étoiles sous l'œil de Sa Majesté. Donc on va avoir une certaine pression pour réussir ce projet-là. Un pôle urbain en association avec la plus grande boîte du Maroc qui s'appelle l'OCP. Ils font des phosphates habituellement. Mais il se trouve que pour les besoins de leurs industries, ils déploient des projets d'urbanisme autour de leurs sièges régionaux. Et dans ces villes nouvelles, on a choisi de s'associer avec eux sur un projet qui est assez significatif parce qu'on n'est pas loin des 350 ou 400 lots. Et on s'associe avec un promoteur qui a une belle notoriété au Maroc qui s'appelle M. Fadel. Mohamed M. Fadel, par ailleurs, était politique aussi puisqu'il a été maire d'une ville qui s'appelle Mohamedia, qui compte quand même 400 000 habitants. Donc il se trouve que notre partenaire est un promoteur historique et mine de rien, un institutionnel marocain assez reconnu, et on a été très flattés en fait d'être acceptés assez simplement par des acteurs qui savent faire, mais qui avaient aussi besoin je pense, de cash,
on ne va pas le nier, parce que sinon on se trompe. Donc ils ont aussi besoin de trouver des partenaires investisseurs à leur côté, mais ils viennent aussi chercher du savoir-faire dans la fabrique de la ville à la mode française. Voilà. Et ça nous aide à nous développer. Alors dans les autres faits marquants du premier semestre, qui sont plus financiers, on l'a annoncé, hein, mi-juin, on a terminé en fait de boucler notre W de fonds, à la fois un TSSDI, donc un titre subordonné à durée indéterminée, et un EuroPP. Donc le premier pour 22 millions d'euros, auquel Doge Invest, la holding de réalité dans laquelle Johan et moi-même sommes, a souscrit donc à ce TSSDI. Donc ça doit pouvoir vous rassurer. Et la deuxième chose, c'est l'EuroPP. Il nous manquait une souche EuroPP. On en avait déjà fait un peu en 2017, un peu plus en 2018. Le marché était là, donc on a souhaité faire une troisième tranche EuroPP avec une maturité différente. Donc on a réussi à lever 24 millions d'euros. Là, on avait targeté 20 millions d'euros quand on a lancé l'opération. Opération qui a été structurée et suivie avec succès par Carax, qui est présent aujourd'hui dans la salle. Donc, juste en deux mots, pourquoi on a relevé de l'argent. Vous pourriez vous dire, ils en ont levé en 2017, ils en ont levé en 2018, ils en lèvent en 2019. Ben, il y avait trois facteurs. La première chose, on avait une dette obligataire, notre fameux IBO qu'on avait levé en juillet 2013, qu'il fallait rembourser en juillet 2019, le fameux IBO d'environ 15 millions d'euros, qui portait intérêt au taux de 9%. On l'a refinancé donc par notre TSSDI à un taux inférieur, hein, à 8,50. Donc ça nous a permis de rembourser les 15 millions d'euros, même si on aurait pu le faire avec la trésorerie existante. Deuxième chose, on avait, et vous l'avez dit depuis 2 ans, comme stratégie de racheter des parts de co-investissement à notre partenaire historique, Case Asset Management, pour réintégrer du RNPG. On verra l'impact que ça a dans les comptes dès ce semestre. C'est ce qu'on a fait. Hein. Depuis 2 ans, on a consommé 7 millions d'euros de cash au rachat des parts de co-invest. Et la troisième chose, on a consolidé notre trésorerie pour un peu plus de 24 millions d'euros, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les reins suffisamment solides pour développer le Maroc, pour développer les grands projets et tout ce que les équipes de Johan peuvent nous ramener tous les matins en nous disant on a besoin d'un peu d'argent, on a besoin d'un peu de sous, et est-ce qu'on en a en trésor ou pas, quoi. Donc ces 24 millions d'euros là, c'est à la fois du cash qui va servir à court moyen terme pour notre développement, et c'est également aussi une meilleure indépendance financière du groupe. Aujourd'hui, on souhaite, on en reparlera rapidement après peut-être, on souhaite avoir un excess cash d'une 20aine de millions d'euros dans les caisses au cas où un jour le marché se retournerait, si jamais il venait à se retourner. Je repense au positionnement, excuse-moi, je reviens quelques slides en arrière. Il me semble que Kaufmann annonce une baisse de son CA en logement sur son dernier. Oui. Enfin, il confirme ce qu'ils avaient prévu. C'est pas anodin dans le contexte. Kaufmann, c'est une très belle entreprise que tout le monde connaît, une grande marque avec une espèce de notoriété de qualité associée à cette marque. Ils sont en baisse de chiffre d'affaires. Nous, on fait 20%. Alors, on n'a pas la même taille, ok, c'est sûr. Mais, peut-être un jour, ça tombe pas non plus par hasard. Et si nous, on est encore en croissance en développement, croissance en réservation, croissance en actes, croissance en chiffre d'affaires IFRS, même si on parle encore de petits chiffres par rapport à ce qu'on fait vraiment aujourd'hui, j'en parlais avec certains d'entre vous, il y a une frustration énorme pour moi de venir vous présenter un semestre à 60 millions. Quoi. Enfin, par rapport à ce qu'on fait tous les jours, je me dis, mais j'ai l'impression de parler de réalité il y a 3 ans. Mais ça, c'est la réalité de nos comptes. Mais en tout cas, nous, on est dans une dynamique qui est différente qu'un acteur du marché qui est un très bon acteur du marché, mais qui ne fait que du résidentiel. Et d'ailleurs, si vous observez un peu la communication de Kaufmann, il commence à regarder des résidences pour personnes âgées, il commence à mettre des mots usage de temps en temps dans leur communiqué. Mais c'est pas que de la com, c'est un positionnement industriel qui requiert une organisation, des hommes, des compétences. Et puis, il faut labourer des années avant que ça commence à rendre. Donc, c'est intéressant de voir cette comparaison. Donc, le CSE, on était 40 en 2012, 214 ETP, j'aurais dit ETP moyen, maîtrise d'ouvrage sur l'année 2019. On a mis en place un accord d'intéressement sur 3 ans, 500 000 euros par an, qui n'était pas dans nos budgets d'ailleurs de début d'année, mais qu'on va absorber sereinement. Et on a organisé l'intéressement autour de 3 thèmes. La
notre capacité à tenir nos objectifs sur le chiffre d'affaires IFRS projeté. Et évidemment, il y a des pourcentages. Hein, plus vous êtes loin, moins vous avez de participation. Même chose sur le résultat opérationnel. Et un sujet qui est très important parce que c'est monté sur le haut de la pile, c'est la partie expérience client, pour lequel on fait aujourd'hui, on s'appuie sur un institut de sondage qui s'appelle ED Institut, pour mesurer tous les 6 mois par campagne répétée l'expérience client chez Réalité. Et toute l'entreprise est incentivée sur la variation. Enfin, on s'est fixé une stratégie d'amélioration de notre notation. Et c'est complètement transparent. Hein, ça a été présenté à toutes les équipes fin juin. Donc on est assez satisfait d'avoir mis ça en place, et particulièrement des indicateurs de variabilité de l'intéressement. Voilà, ça fonctionne aujourd'hui. Donc, le pôle de maîtrise d'ouvrage. Donc là, on parle essentiellement des gens qui étaient en bas à gauche, des gens salariés de la holding de tête et qui étaient dans le pôle en bas à gauche de la présentation qui vous est faite. Et d'ailleurs, je pense que dans les effectifs aussi, je ne suis pas certain qu'on associe les effectifs à l'international. Donc un premier semestre, 288 millions d'euros de développement. Je rappelle, hein, développement, on n'est pas les rois du pipeau, on aime les choses assez stables, un peu vérifiées. Développement hors taxe, comité foncier validé, PUV, maîtrise foncière signée sur le plan juridique. Et plus encore, c'est le développement qui est netté des abandons de projets l'année d'avant. Parce que sinon, je peux vous rentrer du dev tous les ans. Hein. Si je ne vous mets pas ce que je perds, ça ne veut rien dire, en fait. Puisque perdre des dossiers, ça fait partie de notre métier. On perd en fonction des années, entre 15 et 30% de la production. Donc je pourrais remettre 100 millions facile. Hein. Donc je dirais, ouais, on a fait 400 millions au premier semestre, mais ce serait faux. Et on ne verrait jamais arriver, même sur le long terme, les chiffres de développement qu'on vous annonce. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la diversité des types d'ouvrages qu'on développe aujourd'hui. C'est encore une fois une confirmation du positionnement qui, je le redis, mais parce que c'est hyper important pour nous que vous le compreniez, qui n'est pas que des mots. Voilà. Quand on voit WeWork, on peut se demander s'il n'y a pas que des mots, mais non, chez nous, c'est un vrai positionnement avec des vraies conséquences sur notre capacité à nous développer, à maîtriser des projets, puis à bien les vendre derrière, quoi. Performance économique, Alors, on est sur des agrégats qu'on avait arrêté de vous présenter, si je me souviens bien. Backlog commercial, offre commerciale et portefeuille foncier. Donc ça, c'est pour vous aider à avoir une idée de ce qu'on pousse devant nous et de vous aider à caractériser la tangibilité de chacune de ces couches. Les 200 millions d'euros, c'est hyper tangible. C'est quoi? C'est des promesses de vente, des contrats de VFA signés, mais qui ne sont pas encore actés. Voilà, mais ils sont purgés d'annulation. Mais c'est ce qu'on va acter, donc qui va devenir du chiffre d'affaires, certains à 99%. Et c'est aussi une part de chiffre d'affaires qui a été actée, mais qui n'est pas encore comptabilisée. Donc ça, c'est encore plus certain, il n'y a qu'à laisser les opérations se construire. Donc à aujourd'hui, on pousse devant nous 200 millions d'euros de backlog commercial. Ensuite, l'offre commerciale, les 188 millions d'euros, c'est aujourd'hui ce qu'on a à vendre. Si vous venez acheter un appartement chez nous, sur toutes les régions, sur tous les territoires hors international, puisqu'on pour l'instant on n'a pas fait de lancement commercial à Casablanca, c'est 188 millions d'euros hors taxe de produits que vous avez achetés chez nous. Très sincèrement, ça commence à être un peu juste. Pourquoi c'est juste? C'est parce que c'est de plus en plus long et de plus en plus dur de passer du développement au lancement co et du lancement co aux actes. Ce que vous voyez d'ailleurs dans la ligne, en bas, là, ce qu'on appelle le backlog commercial, vous voyez que depuis 3-4 ans, finalement, on est assez stable. 175, 195, 190, 200 millions. On n'a pas encore réussi, et c'est toute la mutation dont je vous parlais, c'est développer c'est bien, produire c'est mieux, à faire en sorte que le pipe qui est au-dessus vienne gonfler de manière plus importante le backlog commercial, des contrats de résa et le chiffre d'affaires qui est déjà acté mais qui n'est pas comptabilisé. Et les 830 millions d'euros, c'est tout ce que nos équipes de programmation sont en train de monter comme permis de construire. Mais on est entre la phase de maîtrise foncière, donc PUV signé, et la phase de lancement commercial. Et là, par contre, 2015, 260,
2019, 830. Voilà. Donc, ce quadruplement de la production justifie les hausses d'équipes. Mais il y a une chose que je tiens absolument à vous faire comprendre, c'est comme nos comptes sont en retard de 3 années à peu près, mais que malheureusement on n'externalise que nos comptes, on est tout le temps en sous-effectif. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas, on n'est pas en sur-effectif, parce qu'en fait, on paye avec nos charges qu'on comptabilise aujourd'hui du chiffre d'affaires qu'on va comptabiliser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou plus, comme on en parlait avec Christophe sur les grands projets. Donc ça, c'est un équilibre managérial qui est en arbitrage constant entre nous. Budget, maintien des critères minimums de rentabilité, de cohérence de gearing, de trésor dispo, etc. Et de l'autre côté, malgré tout, d'avoir assez d'équipes pour bien produire ce qu'on rentre en développement. Voilà. Donc, hausse des réservations, 24% au premier semestre. Ça, c'est de la pure activité commerciale. Donc, encore une fois, vous n'avez qu'à regarder les performances du marché. Vous verrez que ça fait plutôt moins quelque chose que plus 24. Et la hausse des actes, plus 33%. Ça, c'est intéressant. Les réservations, les actes, vous avez les montants de réservation. Donc, réservation du premier semestre, 84 millions. Actes, 60. Notre défi managérial à nous, c'est de mieux maîtriser la production. Ce n'est pas de se développer, c'est d'assurer une fluidité plus forte, mieux maîtriser sans cesse, d'améliorer l'ingénierie de production des projets immobiliers. Et ça, c'est des dizaines de curseurs qu'il faut qu'on arrive à mieux régler. C'est un SMP qu'il faut qu'on améliore, c'est des recrutements qu'il faut qu'on améliore, c'est de la formation qu'on doit améliorer, c'est certaines équipes qu'on doit restaffer, parce que sous-staffé, donc problème de prod derrière. C'est du système d'info qu'il faut continuer à renforcer. L'année prochaine, on va changer de RP, on va changer de logiciel comptable. On a mis en place un logiciel, un extranet pour les clients. Il va falloir qu'on mette en place un extranet pour les entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce travail de mutation, renforcement, transformation qu'on fait concomitamment à de la production qu'il faut faire avancer. Voilà. Et on disait tout à l'heure avec Christophe, au premier qui arrivait, bah oui, on est content, globalement c'est pas mal, mais en même temps, sincèrement, on pourrait faire beaucoup mieux. Voilà. Parce qu'on a tout ce travail organisationnel à faire, et aujourd'hui, on n'est pas bon partout comme on aimerait l'être. Si peut-être une dernière chose, depuis toujours, moi je ne regarde que cette courbe pour parler du marché du logement. On n'a pas de zapette, mais c'est intéressant de se projeter sur le temps très long. Je ne sais pas quelle est la première année, je dirais 1985 quand je vois ça. Il y a 2 moments. Vous avez eu une crise au début des années 90. Là, c'est simple. Hein. C'est les mises en vente par les promoteurs, les ventes. Et si on vend plus que ce qu'on met en vente, on baisse le stock. Si on vend moins que ce qu'on met en vente, on augmente le stock. Et sur 30 ans, les 2 périodes où il y a eu des grandes crises, c'est quand on avait une offre disponible à la vente supérieure à 100 000 lots. 90, 2006, 7. Et bizarrement, depuis 4 ans, on a toujours une offre qui est supérieure à 100 000, mais on n'est pas dans une situation de crise. Par contre, on voit que malgré les grands volumes de vente, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, on n'arrive pas à faire descendre l'offre disponible à la vente. Et c'est là où on va remercier le conservatisme des élus. C'est comme ils sont en train de freiner la production de permis. Vous voyez que les mises en vente, là, elles commencent à chuter. Les ventes se tiennent, les mises en vente chutent, l'offre baisse. Et je vous confirme que ça va encore durer 1 an et demi. Donc il n'y a aucun risque de crise de marché dans l'année et demie qui vient, sauf à ce que les taux remontent à 5-6 comme ça violemment. Mais là, moi, j'ai pas de point de vue sur le sujet. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. C'est tant qu'on reste dans une dynamique où on vend plus que ce qu'on met en vente, le marché il est fluide, on arrive bien à vendre, on réduit nos coûts de distri et on augmente nos chiffres d'affaires. Voilà. Aujourd'hui, la pénurie de logements, mais qui est une pénurie décidée par les élus volontairement dans un discours de décroissance quasiment, quelque part nous aide commercialement parce qu'il repousse devant nous le risque de crise immobilière au sens de il y a trop de produits à vendre et on n'arrive plus à vendre. Voilà. Une offre commerciale, on en parlait, elle est stable, mais comme nos chiffres augmentent, bah, vous voyez bien qu'il faut qu'on s'en préoccupe. Quand on commence à avoir moins de 8 mois de vente en portefeuille, en offre commerciale, ça devient gênant pour assurer nos ventes. Donc ce qui est une bonne nouvelle pour vous en tant qu'analyste, parce que vous dites, oui, j'ai pas un risque de stock achevé, il n'y en a pas. Hein. Vous voyez, le stock achevé, on a... 1,4.
voilà, 1,4%. Donc, autant dire que c'est l'épaisseur du trait. Puis si on voulait tout vendre demain matin en saquant nos marges, on le ferait. Mais c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Voilà. On a la trésor, on est à l'aise, on a confiance dans nos produits, ils vont se vendre. Ce qui nous on s'en occupe, hein. Je ne fais pas comme si on s'en occupait jamais, mais ce qui nous préoccupe plus, c'est de réussir à maintenir les 188 millions d'offres commerciales. Et je vous assure que dans le contexte, c'est pas facile. Voilà. Et jusqu'en mars 2020, ça va être difficile. Et même si moi, mon sentiment politique, c'est qu'il y aura assez peu de changements dans les grandes métropoles, là où il y aura du changement, il y aura encore 6 mois où on ne produira rien parce que l'adjoint il doit prendre ses marques, il va virer la moitié des gars dans son service, donc il va y avoir du renouvellement. Il va mettre à la poubelle un certain nombre de projets initiés par la majorité précédente. Donc moi, je pense que jusqu'à la fin de l'année 2020, voire début 2021, collectivement, l'industrie de la fabrique de la ville ne va pas retrouver de capacité à faire plus de volume. Voilà. Alors, sur la partie maîtrise d'usage, on a fait court pour ce semestre, puisqu'il y a une slide, on l'a centrée sur Eurus. On aura l'occasion, quand on vous présentera les comptes du 31-12, d'étayer un peu le propos sur la maîtrise d'usage, parce qu'on pense qu'il y aura on aura plus d'actualité. Sur Eurus, qui est quand même aujourd'hui notre principale maîtrise d'usage, donc on repositionne rapidement la chose. Eurus, ce n'est pas un acteur de plus dans le monde de la résidence service senior, c'est un acteur positionné sur une population en perte de dépendance qui n'est pas encore éligible à l'EHPAD et qui qui va s'occuper de ces personnes-là. Donc on est dans un entre-deux entre la RSS classique et le monde de l'EHPAD. D'accord ? Donc on n'a pas le statut d'EHPAD, hein, on n'est pas subventionné public, et ainsi de suite, c'est que du financement privé, bien entendu, mais on s'occupe de personnes en perte de dépendance. Et je vais citer juste un exemple pour que vous compreniez le positionnement. On a un grand acteur aujourd'hui dans ce monde-là qui s'appelle Domitis, qui est le leader incontesté aujourd'hui en France de ce secteur. Domitis, dans les zones où on a déjà, nous, des résidences ouvertes, nous envoie des clients à eux quand ils considèrent qu'ils ne peuvent plus les garder chez eux. Voilà. Donc, eux considèrent qu'à partir d'un moment, il y a une perte d'autonomie qui fait que ces personnes ne peuvent plus rester dans leur résidence et nous les envoient. Alors, on est très content d'avoir comme prescripteur Domitis, hein, bien entendu, mais ça prouve qu'on est sur un modèle qui est complémentaire et pas complètement frontal avec tous les grands acteurs que vous connaissez. Donc ça, c'est le positionnement d'Eurus. En termes de développement aujourd'hui, il y a 2 premières résidences qui sont ouvertes, hein, qui sont toujours ouvertes. Elles l'étaient déjà au premier semestre 2018. Donc l'exploitation continue à se développer, les taux d'occupation augmentent de manière plus significative maintenant depuis le mois de mars-avril de cette année, depuis qu'on a recruté quelqu'un qui est spécialisé aujourd'hui dans la communication et le remplissage de ce type d'actifs. Donc ça a tout son sens. On a 5 résidences qui sont en construction aujourd'hui. La prochaine va ouvrir début décembre à Loudéac, excusez-moi, et la suivante à Saumur fin du premier trimestre 2020. Voilà. Et les 3 autres vont s'étaler entre fin 2020 et 2021. Et au-delà de ça, comme le disait Johan, on a déposé 9 permis de nouvelles résidences Eurus. On a une dizaine de résidences en développement sur l'ensemble du territoire, on va dire, qui va aujourd'hui de Cherbourg à Carcassonne. Pour vous donner un ordre d'idée. Et on en a une aujourd'hui dans l'Est également, j'oubliais, oui, dans l'Est, on en a une du côté de Valence également. Voilà. L'état du partenariat avec Infrared, parce que c'est un partenariat extrêmement important pour nous, ça nous garantit une sortie assez fluide des actifs que l'on crée. Donc Infrared porte les murs d'une grande partie de nos résidences. À date, on a 3 résidences qui sont actées avec eux. On en a une qui est en réservation et qui doit être actée d'ici une dizaine de jours maintenant. Et on en a 4 sous LOI. Ces 4 sous LOI, potentiellement, une partie sera confirmée en contrat de réservation d'ici la fin de l'année. On y travaille ensemble, on est en train de faire les data rooms juridiques. Donc on espère qu'une partie sera réalisée. Donc le partenariat, après 1 an de partenariat avec Infrared, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça se passe extrêmement bien pour l'instant. C'est fluide, c'est professionnel. On se voit autant que nécessaire et on se parle autant qu'il faut. Et pour l'instant, voilà, on est toujours main dans la main et il n'y a pas de bug sur ce partenariat-là.
Alors, sur les états financiers, je vais essayer d'être synthétique et puis je vous laisserai me poser des questions si vous en avez. Donc, le chiffre d'affaires IFRS au 30 juin 2019 ressort à un peu plus de 62 millions d'euros. On est en hausse de plus 20% par rapport à l'année dernière. Donc, ce qui effectivement est satisfaisant par rapport au marché, mais ce qui est dans les objectifs qu'on s'était fixés et qu'on vous avait annoncé déjà l'année dernière. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise, c'est juste une confirmation de ce qu'on attendait. On vous a fait un petit graphique qui est assez parlant, même pour nous, qui vous montre la saisonnalité de notre activité, puisque vous savez qu'on reconnaît toujours beaucoup moins de chiffre d'affaires sur le premier semestre que sur le deuxième. Et on a en fait une véritable stabilité, enfin il y a une vraie stabilité entre ce qu'on fait au premier semestre et ce qu'on fait au deuxième semestre. Je vous assure que les chiffres sont vrais, qu'on ne les a pas truqués et que les 61% que vous voyez de chiffre d'affaires fait au deuxième semestre sur les 3 dernières années sont effectivement ce qui a été réalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on annonce les 160 millions d'euros de chiffre d'affaires au 31/12/2019, au-delà de tous les autres indicateurs qu'on peut avoir bien entendu en interne, on est très confiant sur le fait de réaliser ce chiffre-là. Et au final, on va faire 60% au deuxième semestre. C'est ce qu'on a fait en 2018 et c'est ce qu'on a fait en 2017, quoi. Voilà. Oui. Voilà. T'as le fait que quand tu travailles sur un marché de défiscalisation, les gens s'intéressent plus à investir en Pinel en fin d'année. On met un peu de pression, on va dire, aux équipes en fin d'année. Les notaires ont un peu plus de pression, tout le monde a la pression, et à la fin, les choses avancent plus parce qu'il faut le faire au 31/12. Nous, on aimerait, on en a parlé, on a commencé à se fixer des objectifs aujourd'hui, d'avoir des objectifs au semestre. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'en avait pas. C'est la première année, on a des objectifs au semestre. On aimerait tendre vers le 50-50, bien entendu. Et on pousse nos équipes en leur disant, c'est pas bien, au mois de juin, on n'est pas au rendez-vous, au mois de juillet, on n'est pas au rendez-vous, bon, au mois d'août, passons. Mais on essaye de pousser pour anticiper justement tout ce qui peut se passer d'ici à fin d'année. C'est vrai que sur la dynamique managériale, on n'avait pas d'objectif semestriel. Donc forcément, pas d'objectif, voilà, c'était plus cool. Mais je ne pense pas qu'on arrive à faire... On aimerait le 50%, mais quand même, l'écart est trop fort parce qu'on joue l'année sur 3 mois, quoi, en fait. Sur un plan comptable, hein, parce que ça reste que des tranches de saucisson, finalement, des comptes. Et ça, c'est parfois un peu anxiogène. Voilà. Quand on joue tout sur 3 mois, alors qu'on a fait tout le boulot quand même toute l'année, c'est un peu embarrassant. Et on y travaille. Voilà. Ça progresse. Je pense que les gens ont compris que c'était important. Tous les budgets, là, on est en période budgétaire 4 ans, et on a les budgets semestriels aussi. Voilà. Donc, il faut peut-être maintenant qu'on mette un petit peu d'incentive aussi sur les semestres, et je pense que là, du coup, ça va recranter un peu plus fort. Alors, sur le compte de résultats, quelques highlights dessus. Donc, au-delà de la croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA s'établit à un peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il intègre la provision pour intéressement, hein, puisqu'on vous a dit qu'on a mis en place l'intéressement. Donc, on l'a provisionné à 50% de 100%, considérant qu'on atteindrait nos objectifs. Donc, on a été prudent sur la question. Ou visionnaire, je ne sais pas, on verra à la fin de l'année. Si on le retraite pour que ça puisse être comparable, on aurait été sur le même taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires, hein, on aurait été à 8,3% d'EBITDA sur chiffre d'affaires, comparable par rapport à l'année dernière. Au niveau du résultat opérationnel, il est stable par rapport à l'année dernière. Effectivement, on perd un peu de RO sur le chiffre d'affaires, mais ça, c'est ce qu'on vous a expliqué avant. Il est matériellement impossible de faire autant de développement sur une période aussi longue sans investir un minimum dans les ressources humaines et dans les systèmes d'information, dans la com, le marketing et tout ce qui va autour. Et je pense que ça serait suicidaire si on n'avait pas engagé ces investissements-là. Parce qu'effectivement, à court terme, on aurait dégagé un super héros, mais à moyen terme, je pense qu'on pouvait emmener effectivement le groupe dans le mur, faute de moyens. Donc, en tant que financier, j'assume complètement ce résultat-là et les investissements qui ont été réalisés, qui sont tout juste nécessaires pour faire doubler la taille du groupe dans les 3-4 ans qui viennent.
sur les autres points qu'on voulait soulever, sur la partie donc résultat net, la décroissance, la diminution du résultat net d'un semestre sur l'autre s'explique uniquement quand vous êtes passé du RO au résultat net par l'évolution de la charge d'impôt. Donc c'est à la fois des retraitements qui sont techniques, c'est lié aussi à la baisse d'impôt qui est en cours, qui était une promesse du président, de faire baisser le taux d'impôt de 33 à 25. Donc il y a des effets d'impôt différés qu'on reprend au fur et à mesure. Effectivement, on a aussi beaucoup plus, on paye l'impôt nous à terme, donc il suffit qu'on liquide plus de SSCV sur un semestre, on liquide plus d'impôts. Quand on liquide plus d'impôts d'un semestre à l'autre, on ne peut pas être sur quelque chose qui est régulier d'un semestre à l'autre. Donc il y a des effets de bord, il y a des effets d'impôt. Ce qui était sûr, c'est que puisque c'était un profit d'impôt qu'on avait l'année dernière, c'est ça qui était anormal par rapport à une charge d'impôt qui est plus normale cette année. Si on veut essayer d'avoir un trend. Par contre, ce qui est extrêmement satisfaisant pour nous et ce qui valide toute la politique financière et capitalistique qu'on a mis en place depuis 2 ans, c'est la part de RNPG qu'on a dans le RN, parce que lui, même si le RN diminue, la part de RNPG augmente et augmente sensiblement. Et au-delà de ce qu'on avait pu espérer. Donc notre RNPG est d'environ 1,7 million sur ce semestre, là où il était 1,3 million l'année dernière. Et il représente surtout 77% du RN. Là, on n'était qu'à 50%, un peu plus de 50% les 2 dernières années. Et ça, c'est lié uniquement à 2 choses. C'est le rachat des parts de co-invest qu'on a fait depuis 2 ans maintenant auprès de Case. Donc on a effectivement mobilisé des fonds, mais vous voyez que la mobilisation des fonds, on le retrouve aujourd'hui dans notre quote-part de RNPG. Ce qui fait qu'à la fin, quand on fait en fait le résultat net par action, par groupe, on voit qu'on est passé quand même de 0,36 au 30 juin 2017 à 0,65 au 30 juin 2019. Donc en termes de création de valeur pour les actionnaires, je pense que c'est assez significatif pour être relevé. Autre point, on vous a fait le même graphique que pour le chiffre d'affaires. On vous a montré la projection, en fait, la répartition de notre EBITDA, de la reconnaissance de l'EBITDA, en fait, entre le premier semestre et le deuxième semestre sur les 2 dernières années. Alors, c'est un peu moins linéaire que le chiffre d'affaires, mais ça nous permet, nous projeter, et c'est pour ça qu'on a annoncé qu'on relevait notre objectif d'EBITDA de 14 à 14,5. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire au vu de ce qu'on a déjà fait et de la saisonnalité que l'on a. Donc si on fait le chiffre d'affaires qu'on a annoncé, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à ce niveau d'EBITDA. Voilà, vous avez également on vous a mis également la part de résultats de RNPG qu'on avait sur 2017-2018, à la fois part du premier semestre versus part du deuxième semestre. Sur le bilan, alors, toujours continue à grossir, hein, donc je pense qu'on aurait même pu reprendre 2016-2015. Voilà, on a un pied de bilan qui continue à s'accroître. C'est tout juste normal, hein. Nous, on stocke énormément de production. C'est ce qu'expliquait Johan tout à l'heure. Le backlog commercial, le fameux backlog commercial, on le retrouve dans quoi? Bon, on le retrouve principalement dans les stocks. Donc c'est pour ça que vous voyez un poste de stock qui est passé de 63 millions d'euros en 2017, au 31-12-2017, à près de 110 millions d'euros au 30 juin 2019. Mais parce qu'on continue à produire et qu'on continue à embarquer de la croissance. Donc quelque part, il ne faut pas voir ça de manière négative. À partir du moment où on n'a pas de stock dit dur, c'est-à-dire de stock sur des opérations qui ont été livrées, c'est tout juste la croissance qui est embarquée, qui se matérialise dans les comptes. On note quand même un point qui, moi, est vraiment important, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus avec les équipes depuis 2 ans maintenant. C'est la diminution du poste client. Vous voyez qu'on était à 64 l'année dernière, on est retombé à 51 cette année. On a mis en place des process qui sont beaucoup plus mécaniques et beaucoup mieux suivis aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir un échéancier d'appel de fonds qui est bien meilleur pour nous. Et bien évidemment que ça vient peser sur notre trésorerie et ça vient diminuer notre BFR. Donc pour nous, c'est un point extrêmement important d'avoir réussi à diminuer ça dans une période de forte croissance. Et encore une fois, pour éclairer la dimension de transformation, aujourd'hui, on a une équipe qui fait l'ADV, donc les encaissements clients pour une grosse partie, qui fait à la fois la gestion des contrats de réservation et à la fois la gestion des actes et des appels de fonds. Et comme on est en train de changer de volume, un mois où on fait beaucoup de réservations, cette équipe a du mal à gérer les encaissements et les appels de fonds. Donc la bonne nouvelle, on a fait plein de résas, devient une mauvaise, on a mal acté ou on a mal encaissé l'argent. Donc un des workshops qu'on a lancé, c'est comment on va réorganiser l'ADV pour rester dans cette amélioration de notre performance qui est réelle, décrite par Christophe, mais avec un schéma organisationnel qui est plus bon. Donc est-ce qu'il faut qu'on divise l'ADV en 2, avec l'ADV qui gère les résas, puis un autre qui fasse les actes authentiques et les appels de fonds?
Parce que c'est impensable pour nous de dire qu'on arrête de réitérer quand on s'occupe des résas ou l'inverse. Il faut tout faire de front. Voilà. Et ça, c'est une transformation sur un petit service, puisqu'ils sont 7 ou 8, je pense, à l'échelle du groupe, qui est majeure, parce que c'est ce qu'on retrouve directement dans les comptes à la fin. Et enfin, dernier point, c'est donc la trésorerie active que l'on a aujourd'hui. Vous voyez tout le travail qui a été fait, enfin la conséquence du travail qui a été fait au niveau des différentes levées qu'on a fait sur le marché. On a aujourd'hui 63 millions d'euros, enfin on avait au 30 juin 63 millions d'euros. Alors certes, on a remboursé les 15 millions d'euros d'IBO, donc on va diminuer un peu, mais on n'avait que 25 millions d'euros au 31/12/2017 de trésorerie active. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important pour nous, en tout cas en termes d'indépendance financière et de capacité à résister à une crise demain, si crise il devait y avoir. Sur le passif, 2-3 choses. Donc le fait qu'on ait pu lever effectivement ce produit TSSDI nous permet de nous renforcer significativement nos fonds propres, puisqu'on monte à 58 millions d'euros. Dans ces 58 millions d'euros, il faut aussi voir qu'on a diminué la part de nos co-invest, qui était de 19 millions d'euros au 31/12/2018, et qui est passé à 14 millions d'euros au 30 juin 2019. C'est-à-dire que d'une part, on a diminué quelque part nos fonds propres qui n'étaient pas nos propres fonds propres, mais qui rentrent dans les fonds propres conso, et on a augmenté de manière significative les capitaux propres malgré ça. Donc, je vous ai dit 58, c'est pas 58, c'est 66 millions d'euros de capitaux propres au 30 juin 2019. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le passif. Je vais aller au gearing après, parce que ça, c'est un des points importants, c'est la conséquence de toute la partie trésorerie. Vous voyez que notre gearing, alors pour le coup, a fortement diminué depuis 2 ans. On était à 94% au 30 juin 2017 et on est descendu à 52% au 30 juin 2019. Donc le double effet, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est le renforcement des fonds propres malgré le rachat des parts de co-investisseurs. Et d'un autre côté, une trésorerie active bien meilleure, puisqu'on dégage plus de CAF également. Si on tombe après dans le TFT, vous le verrez dans nos états financiers. On a aujourd'hui une capacité d'autofinancement qui a plus que doublé en 2 ans, donc qui nous permet effectivement d'avoir une trésorerie active supérieure et d'avoir une bonne rotation aujourd'hui, avec une bonne rotation commerciale, de moins consommer de dette bancaire d'une manière générale. Donc ça, c'est c'est également un de nos indicateurs et un de nos indicateurs de réflexion à chaque fois qu'on prend une décision financière, c'est quel va être l'impact qu'on va avoir sur le gearing. Bon, je pense que là, on a démontré qu'on était capable de le faire descendre de manière drastique si on voulait s'en donner les moyens, et au passage sans passer par la case d'augmentation de capital. Autre point qui est important également pour nous, et on remercie les banquiers qui sont présents ici dans la salle, parce que sans vous, on ne pourrait pas, voilà, tout simplement. Donc, merci, un merci général. On s'est attaché à mettre tous les logos, vous avez vu. Merci à DCM. Non, mais c'est important. C'était pas uniquement pour vous. C'est pas uniquement pour faire du cirage de pompe, pour être clair. C'est réellement pour que vous puissiez voir quel est aujourd'hui le pool de nos banques. On ne peut pas le faire de manière comparative sur les 6 mois, 1 an qui passent, mais on aurait vu des camemberts qui étaient beaucoup plus déséquilibrés si on vous les avait présentés. Et on pense qu'il faut qu'on continue encore à travailler pour continuer à équilibrer tous ces camemberts-là. Et on voit qu'on a des banques qui ont des positions très fortes chez nous, qui sont des fois plus sur la partie promotion, d'autres qui sont plus sur la partie corporate en fonction de leur appétence. Mais il est important pour nous de continuer à développer ces relations bancaires et de faire rentrer d'autres partenaires bancaires, tout simplement parce que vous avez chacun vos problèmes de bilan, de ratio d'emprise, et que vous ne pourrez pas nous suivre indéfiniment si on continue à faire autant de croissance. Donc on continue à faire effectivement à travailler aujourd'hui avec les partenaires historiques et également avec de nouveaux partenaires, que ce soit des banques françaises ou des banques étrangères demain si ça devait être le cas. Voilà. En gros, on a quand même 58, 68, 80, on a environ 80 millions d'euros d'encours bancaires, que ça soit côté maîtrise d'ouvrage, corporate ou foncière. Pour vous donner un ordre d'idée quand même. Voilà. Alors, un petit focus sur le parcours boursier pour vous tenir au courant et pour aussi bien clarifier les choses sur ce qui est sur notre stratégie, nous, capitalistique. Au 30 juin 2019, Doge, donc la holding qui est détenue par Johan et moi-même, nous détenons un peu moins de 59% des droits financiers. On
vous l'aurez présenté au 1er janvier 2017, on était à 24%. Et l'année dernière, on était à 54%. Donc on a racheté sur le marché des titres. On s'en est pas caché. Enfin, on les a déclarés normalement comme on devait le faire, bien entendu. Donc voilà, on est à l'achat sur le titre autant qu'on peut. Pas plus, donc voilà, on se restreint. Et d'un autre côté, on a également très sincèrement profité du cours de bourse qui était un peu incompréhensible pour nous en fin d'année dernière et en début de cette année pour que Réalité rachète ses propres actions, une partie de ses propres actions et fasse un peu d'autocontrôle. Donc on détient aujourd'hui un peu plus, enfin au 30 juin, on détenait un peu plus de 2,26% pardon, de notre propre capital, et on a continué à en acheter un peu jusqu'à ce qu'on puisse plus là, début septembre. On n'a pas défini aujourd'hui, Yohan et moi, ce qu'on ferait. Enfin, le conseil d'administration n'a pas défini comment on utiliserait cette autodétention. Donc tout est ouvert. En tout cas, je pense qu'on a fait une bonne opération au vu de la remontée des cours, puisqu'on les a achetés bien moins cher que le cours de bourse d'hier soir. Voilà. Dernier point, donc on a toujours aujourd'hui environ 30% de flottants sur le marché. Et le reste du capital est détenu par des cadres du groupe. Voilà. Et en dessous, vous avez les droits de vote, puisqu'il y a des actions qui ont des droits de vote doubles. Donc aujourd'hui, on détient au niveau de Doge un peu plus de 67% de la majorité, ce qui était notre objectif aussi, d'avoir une gouvernance qui soit stable et qu'on puisse diriger le groupe de manière assez aisée dans le temps. Deux, trois petits points, parce qu'on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. On voulait juste vous représenter, si besoin, à quel cours on avait été introduit en mai 2014, 10,28 €. Le cours qu'on avait au 19 septembre, 20,95 €. Hier soir, il était un peu plus élevé que cela. On a aujourd'hui un taux de rendement de notre action, un TRI sur notre action de 17,3% à date du 19 septembre. Sur la base du cours du 19 septembre. Voilà. Et en termes de liquidité, ce qui est important, ce qu'on entend souvent quand on discute avec des gérants de fonds, avec un certain nombre de personnes, qu'il n'y a pas de liquidité sur le cours. Quand vous regardez la liquidité ces 18 derniers mois versus ce qu'elle était avant, il y a une liquidité qui est bien supérieure à ce qu'elle était. Et en gros, aujourd'hui, on a un peu plus de 117 000 € de liquidité, enfin de transactions qui sont faites par jour, ce qui fait environ 5 600 actions vendues par jour. Et la rotation du capital sur les 6 derniers mois est de 38,88%. Là, vous avez un flottant de 30%. Alors, on a vraiment l'impression, des fois, d'être une start-up de biotech, quoi, qui travaille sur le long terme avec des projets à 5 ans. Donc, si vous voulez, c'est des fois un peu incompréhensible. Je vous avoue qu'on se détache beaucoup quand même du cours de bourse au quotidien, parce que sinon, ça va devenir fou. Le tout, c'est la trajectoire et savoir où on va. Donc, entre guillemets, ce qui se passe au quotidien, ne nous demandez pas pourquoi ça vaut aujourd'hui, je ne sais pas, 21 ou 22 €. Nous, on a nos propres convictions. Dans la salle, chacun peut se faire ses propres convictions. Nous, ce qui nous importe, c'est de vous présenter des comptes qui soient en lien avec les objectifs qu'on s'est fixés et de tenir nos objectifs. Je pense que jusqu'à présent, et depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, qu'on fait ces réunions en commun avec Yohan, à chaque fois qu'on a annoncé quelque chose, on a tenu nos objectifs. Voire on les a surperformés. Voilà pour cette partie-là. Peut-être que tu vas reprendre la main là-dessus, si tu veux. On échange. On redit, parce que c'est très important qu'on vous aide à le comprendre, c'est le rapport au temps long. Vous voyez dans ce graphique qu'en 2015, on avait commencé à développer 200 millions d'euros hors taxes. C'est le même indicateur qu'aujourd'hui en développement foncier, et qu'on ne l'aura en chiffre d'affaires IFRS qu'en 2020. Et ça, c'est comme ça. Donc, parce que là, vous avez le développement, vous avez les réservations, vous avez les actes. Et la courbe qui arrive le plus tard, c'est évidemment le chiffre d'affaires IFRS. Mais si je ne développe pas aujourd'hui, jamais j'aurai le chiffre d'affaires dans 5 ans. Donc, je rappelle qu'en 2018, vous avez le chiffre là, on a développé 580 millions d'euros hors taxes, qu'on va dépasser les 500 millions cette année. Voilà, c'est acquis. Que notre objectif prioritaire, c'est de rester à ce niveau-là et, vous l'avez compris, de transformer cette matière première en produit fini. Et c'est là, probablement, sur ce qui est de ma responsabilité, le plus difficile à faire en ce moment, c'est vraiment
de mettre les gens dans les bonnes conditions, les bonnes personnes aux bons endroits, le bon organigramme, le bon SMP, tout ce qui va bien pour qu'on produise dans les meilleurs délais, la marge et le chiffre d'affaires attendu. Ça, c'est vraiment cet outil de production qu'on doit continuer d'améliorer. Ça, c'est notre défi. Deuxième défi et deuxième rendez-vous qu'on annonce depuis 2015, c'est atteindre et dépasser les 200 millions d'IFRS l'année prochaine. Donc comptez sur nous. Aujourd'hui, on les a dans les tablettes, mais comptez sur nous pour faire 100% d'efforts pour être à ce rendez-vous-là, parce que ça va être un vrai premier marqueur d'un changement de dimension dans les comptes. Et sur un horizon un petit peu plus long, c'est d'arriver à matérialiser ces 500 millions d'euros et plus dans nos comptes à un horizon 2023, 24, 25. Si on fait 18 plus 5 ans, ça fait 23. Par confort et par prudence, parce qu'en plus on ne sait pas ce qui est en équivalence ou en intégration globale, rien que ça déjà, ça nous oblige à beaucoup de vigilance. On dit 2025, mais on considérait qu'on a la matière première aujourd'hui pour y arriver. Est-ce que ça veut dire qu'on va y arriver à tous les coups? Non, évidemment, il faut transformer toute cette matière première. Donc c'est le développement foncier à 500, le chiffre d'affaires attendu cette année 160 millions d'euros et plus. Un EBITDA, Christophe l'a annoncé, où tu as rehaussé les objectifs à 14,5 millions de EBITDA. L'année dernière, on a fait combien? 12? On était autour de 13. 13,9. Je pense qu'il y a 3 ans, on devait être à 6-7, quoi. Oui, en 2 ans, on verra où on sera au 31 décembre, mais au 31 décembre, on aura multiplié par plus de 50% l'EBITDA, c'est sûr. Distribution de dividendes, donc on reste 42% du résultat net par 2 groupes. On va pas fléchir du tout sur la distribution de dividendes. Dans les sous-objectifs, le développement en Île-de-France, Bauer, ça va jouer. On a d'autres projets. On est en train d'avoir une très belle équipe à Paris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a un peu galéré à stabiliser cette équipe. Porter à maturité nos projets au Maroc et continuer de consolider la signature de nouveaux projets en France. Voilà. Fin 2020, on reste avec le même objectif de développement. On n'a pas d'objectif de surcroissance. Il faut déjà qu'on stabilise ça. Le chiffre d'affaires attendu autour de 200 millions d'euros. Un chiffre d'affaires, évidemment, un EBITDA à proportion du chiffre d'affaires IFRS. Et de continuer à investir dans les usages. Voilà, enfin, on est dans la ligne de ce qu'on vous dit depuis quelques temps déjà. Et puis on peut laisser cette slide-là, si vous voulez, en fond d'écran. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et je m'associe au remerciement de Christophe quand il dit que sans les partenaires bancaires, on n'y arriverait pas. Mais je profiterai de ce remerciement aussi auprès des banques pour m'adresser aux investisseurs en equity, pour dire si vous pouviez investir un peu plus sur le titre de réalité, ça nous aiderait. Parce que parfois, on nous interroge bizarrement sur le cours de réalité qui n'est pas toujours hyper flatteur. Je ne parle pas par rapport aux concurrents, je parle par rapport à ce qu'on estime potentiellement être la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous aider comme les banques le font. Bonjour, Alexandre Vidy des Midcaps. J'ai plusieurs questions, s'il vous plaît. Tout d'abord, dans le portefeuille foncier à 830 millions d'euros, il grossit chaque année et en fin de compte, l'offre commerciale reste à peu près stable. Ça veut dire que vous avez des projets de plus en plus gros qui mettent plus de temps à se transformer en offre commerciale? Oui, c'est un bout de la réponse. Vous avez raison, c'est la difficulté à transformer la matière première dont je vous parle. Franchement, j'étais en visite chez un de nos confrères à Bordeaux, qui s'appelle Fradin, avec qui on fait plusieurs copromotions. Et ce monsieur a développé le musée de la mer à Bordeaux. Donc je vous invite à aller voir si vous avez fait un tour dans cette belle ville. Et à l'entrée, il y a une photo contemporaine d'une réinterprétation du radeau de la Méduse. Je dis, putain, c'est une allégorie de la maîtrise d'ouvrage, ton truc. C'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'interlocuteurs, les réglementations avancent tellement. On nous a rajouté la couche de la concertation sur tous les projets. La présidente de Rennes Métropole a dit à partir de plus de 1000 logements, on fait de 1000 mètres carrés. J'aimerais bien que ce soit 1000 logements, mais à partir de 1000 mètres carrés, vous ferez de la concertation à chaque fois. Donc, vous imaginez l'inertie. Donc j'ai l'impression que chaque 6 mois, on rajoute quelques semaines au processus. Donc oui, il y a une partie de ça.
il y a une partie de nous aussi, hein, ça c'est pour l'environnement, il y a une partie de nous, il faut qu'on progresse, hein, j'insiste là-dessus, c'est important que on a vraiment c'est pour ça qu'on n'est pas que satisfait de ce qu'on vous présente ce matin, parce qu'on aurait aimé faire mieux en fait, sincèrement. On aurait aimé parce qu'on aurait pu faire mieux. Et on a du mal encore à faire un peu mieux parce que tous ces rouages, la croissance, les recrutements, je ne vais pas y revenir. Après, je pense qu'il y a aussi une partie de la réponse, c'est qu'on vend très vite quand même. Donc du coup, ça tombe, mais ça déstocke très vite en bas. Voilà. Mais oui, c'est plutôt oui, la réponse. Le portefeuille foncier inclut les résidences russes en promotion ou pas? Alors, oui, tant qu'elles sont entre la phase de maîtrise foncière et la signature du contrat de réservation avec Infrared ou d'autres, elles sont dans le haut de la colonne. Ensuite, elles basculent dans contrat de réservation et quand on lance le chantier, elles tombent en bas. Et au fur et à mesure de ce qu'on constate, ça disparaît parce que ça a été absorbé par le compte de résultat. Gros, vous en avez au 30 juin, vous devriez en avoir 4 dans les 830. 4 résidences, enfin l'équivalent de 4 résidences dans les 830. Donc à 12 millions d'euros en moyenne, ça fait environ 50. Et après, c'est une autre question sur l'EBITDA et la norme IFRS 16. L'EBITDA que vous présentez. Il intègre le retraitement IFRS 16 qui est applicable depuis le 1er janvier 2019. Donc il n'est pas comparable. Alors, qui n'est pas comparable. Il n'est pas. En fait, on l'a fait le retraitement, mais nous, aujourd'hui, on a peu d'impact d'IFRS 16 sur nos contrats de location simple. Le principal impact qu'on avait, c'était sur le contrat de crédit bail immobilier qu'on a, mais qu'on retraitait déjà historiquement sur le siège social de la société. Après, au 30 jours, on en avait peu, parce que nos contrats de location de voiture s'arrêtent bientôt, puisqu'on repart sur un nouveau contrat de location de voiture. Là, je vous rentre vraiment dans le détail, hein, mais donc on a peu d'impact au 30 juin, si vous voulez. Et après, les quelques baux qu'on a pris aujourd'hui, on est en location sur les agences secondaires qu'on peut avoir. On parle de quelques centaines de milliers d'euros à la fin, et l'impact des retraitements est au final assez faible, quoi. Donc j'ai pas, enfin vous retrouvez dans les états financiers exactement le montant d'IFRS 16, de l'impact IFRS 16, mais il n'est pas énorme. Ouais. D'accord, parce que si je regardais dans les états financiers, c'était à peu près 500 000 euros, 600 000 euros sur les bidas. Vous avez environ 500 000 et vous rajoutez les 250. C'est pour ça que je vous dis quand vous faites les plus, les moins, vous rajoutez les 250 de la partie intéressement, de la provision pour intéressement, si vous voulez comparer, hein, faire 2018-19. En gros, voilà, vous parlez de 200, à la fin de 250 000 euros net de tout, quoi. Voilà. Donc, et encore une fois, la rentabilité annoncée au 30 juin versus le 30 juin de l'année dernière, moi, il y a quand même deux choses qui sont importantes à bien comprendre là, en termes d'analyse. C'est que, on n'est que sur 40% de notre activité au 30 juin. Donc sur une activité, encore une fois, à 3 ans, on présente à 6 mois une activité qui représente que 40% d'une année. Donc les effets de variation de bord peuvent être extrêmement fortes. Hein, vous recrutez 5 personnes avant, vous les mettez au mois de juillet, enfin bon, vous investissez pas au début d'année, vous l'investissez après. Tout de suite, vous avez des effets de 100 ou 200 000 euros qui viennent jouer. Alors que c'est beaucoup plus lisse, au final, au moins sur une année pleine. Parce qu'on arrive déjà à 100% et on a un chiffre plus gros, donc on arrive mieux à lisser les choses. Voilà, donc il faut, c'est un indicateur important, hein, ça veut dire que on n'a à la fois pas dégradé trop de marge sur les projets qu'on a et par rapport au coût de construction qui augmente et ainsi de suite, on a quand même un portefeuille projet qui tient ses marges. Après, on a un effort d'investissement qui est fort, on a réussi à provisionner de la participation, on a fait notre traitement IFRS 16 et à la fin, on arrive à quelque part un résultat opérationnel qui est le même 30 juin. Merci. Je vous en prie. Arnaud Després, pour en part. Première question sur la mise en équivalence. Il y a une dégradation sensible au niveau du compte de résultat sur ce premier semestre. Je sais que vous êtes passé rapidement sur la maîtrise d'usage sur la première partie de l'année, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'il y a des dépenses de communication qui ont commencé sur les résidences à venir russes, du recrutement, ou alors il y a une dégradation potentielle de la rentabilité des deux premiers sites, Nantes-Trélazé? L'impact, très clairement, il y a plusieurs choses en fait. Ce qu'il faut comprendre dans les mises en équivalence, c'est pas uniquement Eurus, hein. C'est pas que la maîtrise d'usage, hein, puisque dedans on est en copromotion sur un certain nombre de maîtrises d'ouvrage. Donc quand on est en copromotion, on passe en équivalence, même sur des activités de promoteurs. Donc il y a des effets, on a des effets. Après, il y a une trentaine de lignes qui viennent consolider ce montant-là.
Donc sur cette trentaine de lignes, vous avez une vingtaine de lignes qui concernent de la maîtrise d'ouvrage. Donc sur des sociétés qui sont liquidées, qui sont en fin de vie. C'est pas ça que je voulais dire, c'est qui sont avant liquidation, en fin de cycle, et à un moment donné, vous constatez généralement une perte sur les derniers frais que vous dégagez quand vous liquidez ces sociétés-là. Deuxième point, l'année dernière, on avait un projet qui était important, qui était le projet de Mangin à La Rochelle, qui dégageait une marge importante sur la mise en équivalence. Ça avait été un projet historique du groupe qui avait été fait en copromotion, qui a été un très très beau projet d'ailleurs, qui s'est très très bien déroulé et qui a dégagé de la marge. Donc ça venait substantiellement alimenter ce résultat mise en équivalence. Comme cette année on arrive plutôt en fin de programme et qu'il y a eu moins de ventes qui ont été faites, moins d'avancement, du coup j'ai quasiment zéro sur la ligne Mangin-La Rochelle, là où j'avais l'année dernière 500 ou 600 000 euros. Et après, sur le financement aujourd'hui sur Eurus, pour revenir là-dessus, sur les maîtrises d'usage, oui, on a un financement, et c'est ce que disait Johan, c'est que pour l'instant, on continue à financer, mais pas qu'Eurus. Il y a la partie médicale sur laquelle on a mis effectivement un peu de moyens, quelques centaines de milliers d'euros pour essayer de développer notre concept de maison médicale ou de clinique sport-santé. Donc ça, pour l'instant, on est dans les phases amont exploratoires. Donc oui, ça coûte un peu d'argent et du coup, le résultat est déficitaire aujourd'hui. Mais après, charge à nous maintenant de le transformer dans un résultat positif. On est en début de cycle. Et sur la partie Eurus, aujourd'hui, on est sur un 0-, mais sur un 0- on est très très proche aujourd'hui de l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tel plan de développement que les honoraires de maîtrise d'ouvrage plus les honoraires de maîtrise d'usage se compensent globalement. Voilà. Maintenant, sur Eurus, il faut qu'on transforme l'essai. En fait, il faut qu'on arrive en fait à notre point mort sur les 2 premières résidences. On a accéléré les taux d'occupation, ont fortement accéléré depuis le mois de mai. Je peux pas tout dévoiler là parce que j'attends d'avoir les résultats au 31 décembre. Mais on devrait avoir réussi à atteindre notre point mort sur la première d'ici le 31 décembre. Et sur la seconde, à 2 ans et demi après l'ouverture, on devrait y être. Ce qui est normal, en fait, dans le plan de développement de Russe, quoi. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est qu'on se retrouve avec un bilan, un compte de résultat au 30 juin, où personne n'est incentivé. Donc déjà, on voit les trucs quand ils arrivent, parce qu'on est tous focusés sur 12 mois, ce qu'on expliquait avant. Le deuxième sujet, c'est qu'on a encore des tout petits chiffres dans les bilans, malheureusement. Il y a un volume d'activité, donc les salaires, ils sont là, mais les chiffres d'affaires, ils sont tout petits. Donc on se retrouve à parler de 100 000 ou 200 000 euros. Franchement, vous feriez les comités avec moi tous les lundis. C'est l'épaisseur du trait des budgets, quoi. Bauer, on est sur 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 50 millions de marge sur Bauer, si on gagne Saint-Ouen. Donc après, vous répondre sur ça a varié de 200 000 euros sur la mise en équivalence de 30 000. C'est une bonne question, mais comprenez que pour nous, on a ce décalage sur lequel il faut qu'on se raccroche tout le temps. Donc on a hâte que les chiffres augmentent en base parce qu'on va vraiment parler des vraies choses. Le troisième sujet, c'est comment arriver à mieux vous parler de la maîtrise d'usage. Qu'aujourd'hui, on a dans nos comptes quasiment que de la maîtrise d'ouvrage. Or, la maîtrise d'usage, on y met de l'argent. Je pense qu'on dit, je ne sais pas d'ailleurs combien on a d'argent aujourd'hui précisément, mais quelques millions d'euros probablement en tout. 2 ou 3 probablement. D'investissement dans ces différents usages. Et on va continuer, surtout si on fait la partie étudiante, on va remettre de l'argent. Or, aujourd'hui, avec nos règles comptables, ça n'est qu'un débours historique. Donc, oui, on consolide un bout de fraction de petite perte de Russes. C'est pas du tout l'enjeu. En fait, on s'en contrefout des 200 000 euros qui vont perdre ou pas perdre. La question, c'est combien va valoir Eurus. La vraie question qui nous obsède, nous, c'est le taux d'occupation. Les charges sont tenues, l'équipe, elle est top. Le modèle économique, il est hyper bien reçu par tous les gens qui on le présente. Le taux d'occupation nous a embêtés pendant 1 an, là. On a remis en place un plan d'action. Ça rebooste. Et on va voir la première, finalement, résidence qu'on a ouverte en avril 2017 qui va vraisemblablement être break-even à la fin de l'année. Donc, ça vient. Mais l'enjeu de l'actionnaire de réalité pour Eurus, c'est combien vaut Eurus ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, en termes de risque, aujourd'hui, on sort nos murs. L'argent qu'on met en equity dans Eurus, OK. Bon, il y a la garantie des loyers, mais qu'un cas, de toute façon, on va y arriver. C'est ce qu'on voit. Hein. Bon, donc, mais combien va valoir Eurus ? Le jour où on a l'accord cadre avec Infrared et le développement qu'on a aujourd'hui, alors qu'on ne couvre pas tout le pays, puisque vous nous posez pas la question à quel moment on sera national chez Réalité.
on sait qu'on aura une quarantaine de résidences ouvertes en 2028-2030, si on suit la timeline des 4 ou 5 prochaines années. Combien ça vaut? Pourquoi on n'arrive pas à être à la juste valeur? Moi, je serais actionnaire de Réalité, c'est ce que j'embête Christophe et Marc et toute l'équipe à chaque fois. Ce que je préférerais, plutôt qu'on parle d'une consolidation, de mise en équivalence, de tranches de machin, qu'on ait un suivi de la vraie valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire à cause de contraintes comptables. Et je pense que ça vous renverrait à vous, analystes, une meilleure image. Si on avait un tiers qui venait nous dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois, faire une expertise de la valeur de nos titres de participation, on est quand même sur un métier un peu différent du cœur de Réalité, même si on a des synergies, ça, ce serait intéressant. Et on aimerait aller jusque-là, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Christophe fait comme il peut aussi pour être sur tous les sujets, mais on sent qu'il va falloir qu'on ait plus de temps à passer sur les usages pour être mieux capable de vous en parler aussi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi, je ne réponds pas complètement à votre objection. C'est clair. Christophe l'a fait, mais... J'ai un autre point, c'est sur les projets en développement en cours. Il y a la RE 2020 donc, qui arrive demain, à partir du mois de janvier. Est-ce que vous avez d'ores et déjà fait des études de coûts, de surcoûts en fait, de cette norme? On sait que la RT 2012 avait été un peu traumatisante pour certains. Est-ce que là, vous avez une estimation de l'impact que ça pourrait avoir sur la rentabilité de certains de vos projets? Je sais que ce n'est pas encore très clair au niveau de la RE 2020. Mais bon. Ah non, si, c'est assez clair. Mais non, on sait vers où on va aller vers un plus et moins. Mais ça, on sait le faire. Le vrai sujet de la transition énergétique, puisque c'est ce sujet-là que vous abordez. Déjà, d'ores et déjà aujourd'hui, on se prend, on apparaît des enjeux de faire avancer la production au bon rythme. Dans notre jargon interne, on parle du tableau des dates. Voilà. Sauf que culturellement, un promoteur qui ne voit que son projet, son budget de projet qui s'étale sur 5 ans, il pense qu'à sa marge et à son chiffre d'affaires. Nous, on est de plus en plus obsédés par le tableau des dates, c'est-à-dire la timeline de l'opération. Et c'est ce qu'on a du mal à maîtriser aujourd'hui, c'est la timeline de l'opération. Le deuxième sujet sur lequel on a des mauvaises surprises sur les ouvertures de plis qui vont peser sur la rentabilité des opérations, c'est le coût de construction. Et aujourd'hui, il y a des mauvaises nouvelles en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de ventes à se faire dans les 2-3 dernières années qui arrivent en construction maintenant. Donc les boîtes qui voient venir le fait que ça baisse ne créent pas de nouvelles équipes. Donc elles sont à saturation, elles ont des carnets de commandes sur 12 mois ou 18 mois pour certaines. Et donc les prix montent. Voilà. Ça, c'est très embêtant, mais ça, on l'a déjà aujourd'hui. Après, pour revenir à la question de la réglementation sur 2020, donc E plus C-, on est presque sûr que ça va se rapprocher de ça. Techniquement, on sait le faire, probablement déjà avec les coûts qu'on a aujourd'hui, du fait de l'inflation de marché, c'est ça que je voulais vous dire. Mais par contre, à échelle de Réalité, on a lancé il y a 1 an un workshop sur la transition énergétique, et on a l'ambition de vous annoncer des trucs assez significatifs bientôt. Et on ne parlera pas de plus et moins, on parlera d'autre chose. Et là, les coûts d'investissement, ça va encore être autre chose. Mais on a engagé chez Réalité un vrai chantier là-dessus. Parce qu'on ne veut pas être en position défensive par rapport à la transition énergétique. On veut que ça devienne une opportunité pour nous et pas une nouvelle taxe qu'on subit et de laquelle on ne sait pas tirer la valeur ajoutée. Donc on a des vrais projets de transformation et j'en parlais avec quelqu'un du groupe Banque Populaire juste avant d'entrer. Comment dire, sur la transition énergétique, non, enfin bref, j'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Voilà. On peut avoir des convictions. Moi, je suis pas Greta compatible du tout. J'ai même une aversion profonde pour cette espèce de courant moralisateur terrible dans lequel on vit aujourd'hui. Ces nouveaux prédicateurs de cataclysme, la longueur de temps m'exaspère au plus haut point. Mais ceci dit, d'être plus efficace sur le plan énergétique, d'être plus efficace sur le plan environnemental, de faire des bâtiments qui soient mieux conçus, plus intelligents, qui prennent plus soin des gens, ça nous parle de toute façon. Donc on a envie d'embrasser ce sujet et d'en faire une vraie opportunité pour Réalité. Voilà. Donc, on s'en parlera peut-être plus, mais enfin forcément plus, mais quand on sera vraiment prêt à en parler. J'espère que ce sera assez disruptant comme positionnement. Merci. Bonjour. J'aurais 3 questions. La première, c'est sur les parts de marché. Étant donné que vous avez une croissance bien supérieure à celle du marché, vous prenez des parts de marché. Alors, est-ce que c'est dû à un effet d'aubaine du fait que vous êtes sur des zones pour lesquelles le PTZ sera supprimé, enfin, une partie en tout cas,
des zones sur lesquelles le PTZ sera supprimé en fin d'année. Est-ce que vous pensez que c'est un effet d'aubaine, cette forte croissance, ou bien vous pensez que justement sur le logement, vous allez continuer à gagner des parts de marché? Ça, ce serait pour la première question. La deuxième question, c'est les niveaux de marge de Eurus. Quel niveau de marge vous attendez sur Eurus? Est-ce que ce serait relutif sur l'activité du groupe, étant donné que vous avez dit qu'à horizon 10 ans, ça représenterait la principale part d'activité du groupe? Et enfin, ma dernière question, c'est en comptabilisant le T2SDI en dette, le gearing est à combien? Je commence par les mots ou tu prends les deux finis par- dernières et Ouais. je te donne la première. Je commence? Vas-y. Ok. Je comprends votre question sur le PTZ parce qu'on parle beaucoup de l'IMO par ce bout de la lorgnette. Moi, j'ai envie de... Je ne vais pas répondre au PTZ parce que chez nous, c'est totalement accessoire. En fait, j'ai presque envie de vous dire que je m'en fiche finalement du PTZ. Ça concerne beaucoup les CMistes. Et nous, on n'est pas CMistes. Et peut-être que dans les axes de développement du groupe, il y a quelque chose qu'on ne sait pas bien faire, c'est le logement très accessible encore. D'ailleurs, ça me fait penser à ça, votre question, parce que si tout le monde en parle, c'est que ça doit être important, mais force est de constater que chez nous, ça ne l'est pas. Donc, il y a peut-être des réflexions derrière ce constat. Mais on n'est pas seulement à la traîne des dispositifs, c'est ça que je veux vous dire. Angers était sorti du Pinel, on a continué de vendre. Angers, entre le Cellier, le Duflot et le Pinel, était hors zone, on a continué de vendre. Évidemment, on vend moins vite, évidemment, on vend peut-être un peu moins cher, mais on vend peut-être plus à des propriétaires occupants, donc on a des coûts de distribution un peu plus faibles. On modélise dans nos BU qui sont sur des territoires où la dynamique de vente est plus lente, un stockage fait un petit peu plus important. Mais c'est pas si significatif que ça. Ça joue, mais c'est pas aussi prégnant. Donc pour revenir à notre croissance, non, il n'y a pas de croissance d'opportunité. C'est vraiment une croissance qu'on gagne. Si on était resté sur notre cœur historique de réalité, on ferait de la décroissance aujourd'hui. C'est sûr. Surtout sur le développement. Parce qu'on voit que le pur développement en diffus, on baisse en fait. Comme tout le monde. Je veux dire, on n'est pas des magiciens. Franchement, sur le métier historique que vous ciblez, je pense au travers de cette question-là, on serait plutôt en décroissance. Voilà. Après, on a un projet corporate qui nous permet de maintenir une dynamique de croissance. On n'est pas national, donc on a encore pas mal de choses à faire. Après, je pense que dans la boîte aussi, on a un ADN qui est favorable à la croissance. Je dirais que c'est plutôt ces deux éléments-là qui font qu'on ne faiblit pas réellement dans nos taux de croissance. Et si je me souviens bien comment on a traversé 2007, 2010 et 2012, 13, 14, qui étaient des années difficiles, on les a traversés toujours avec de la croissance, bizarrement. Et je dirais qu'on arrive parfois plus facilement à prendre des parts de marché quand le marché baisse que quand le marché augmente. Voilà ce que je peux dire. Alors, sur les deux autres questions, sur Eurus, le taux de profitabilité d'Eurus, donc RN sur chiffre d'affaires, on est entre 8 et 10% dans les BP qu'on a aujourd'hui. Vous êtes sur une résidence qui est à maturité. C'est ce que ça doit dégager. Pardon, excusez-moi. Non, en résultat net, hein, je vous parle. Hein. Alors là, il faudrait que je vous le redonne, je vais vous dire des bêtises, mais après, ça dépend si vous prenez le loyer, si vous prenez un EBITDA ou ainsi de suite. Donc là, je préfère qu'on en discute ensemble et que à ce moment-là, je vous donne l'information. Mais pour vous donner une comparaison, donc RN sur chiffre d'affaires, profitabilité de Russe, entre 8 et 10% quand vous êtes à maturité. Donc il faut le temps qu'on arrive effectivement, qu'on fasse monter Russe à maturité. Yoann l'a dit, hein, on est plutôt sur un horizon 2025 et plus. Pour arriver effectivement là-dessus sur l'ensemble des résidences, sur l'ensemble du groupe. Là où aujourd'hui, quand vous regardez, RN sur chiffre d'affaires de réalité, l'année dernière, on a extériorisé un RN, un taux de profitabilité qui était assez important, et on a dit que c'était effectivement pas forcément la norme sur les 2-3 ans qui venaient, on est à 5%. Donc est-ce que Eurus pèse sur réalité? J'ai plutôt envie de dire, est-ce que réalité pèse sur Eurus, quoi? Donc pour moi, il faut juste être confiant dans le modèle, dans le positionnement et dans notre capacité à développer. Si on est confiant là-dessus, a priori, il n'y a pas de problème, il y aura toujours des personnes âgées en France, et de plus en plus. Ça, c'est à peu près une constante sur laquelle tout le monde est d'accord. Il n'y aura plus d'EHPAD, plus de développement d'EHPAD parce qu'il n'y a plus de fonds publics. Et
la seule question qui va se poser, c'est comment la concurrence va réagir en se disant il va falloir que je transforme mon modèle pour pouvoir effectivement accompagner plus longtemps les personnes jusqu'au moment où il y a l'EHPAD. Parce que ça va être ça la question. Et quand est-ce qu'on va se concentrer? Donc, c'est pour moi la question, tu l'as dit tout à l'heure, la question c'est effectivement quelle est la valeur à terme d'un Eurus et combien de fonds on doit continuer à mettre dans la cheminée pour que ça continue à produire. Voilà. C'est vraiment, de notre point de vue, hein, on peut se tromper, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais on a vraiment le sentiment que sur les usages, pour nous, réalité, où on fait du capital investissement, en fait, ça c'est d'un côté, et puis on travaille sur les synergies avec le pôle de maîtrise d'ouvrage. Notre enjeu, c'est pas tellement un enjeu de rentabilité dans les comptes conso, c'est un enjeu de valoriser les actifs qu'on y investit. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, parce que, franchement, sur les 10 ans à venir, Eurus pèse des cacahuètes dans la renta, dans le héros de réalité, quoi. Oui. C'est nul. Mais réduire ce qu'on fait à Eurus à rien, c'est hyper frustrant pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce problème-là qui est un problème, je pense, purement organisationnel, juridique, financier, comptable, qu'on ne sait pas si on va pouvoir résoudre, parce qu'a priori, c'est pas simple. Ou alors, il faudrait qu'on fasse porter nos titres de nos filiales d'usage par un fonds qui accepterait de les porter pour nous et qui nous ferait de la valeur, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, la valeur régulière, enfin, une espèce de juste valeur, quoi, périodique. Et je pense que ça nous rendrait tous beaucoup plus intelligents parce qu'à la rigueur, dans cette SFAF, on vous ferait un tableau de valorisation de nos participations avec là où on a perdu de l'argent. Il y en a une qu'on a arrêtée. Donc on a perdu 80 000 €. Et celle où on crée de la valeur et celle où on n'en crée pas, quoi. Et de vous montrer combien on a investi en tant que capital investisseur dans ces solutions d'usage. Ça, ce serait vraiment, de notre point de vue, et encore une fois, en toute humilité, mais ça nous paraîtrait être un monde idéal pour échanger ensemble sur l'activité de réalité, quoi. Et sur la troisième question que vous m'avez posée sur le TSSDI, je vous réponds que je ne l'ai pas fait parce que la norme IFRS comptabilise le TSSDI en capitaux propres. Mais après, je pense que le calcul peut être vite fait. Quelqu'un l'a calculé peut-être comme ça, Mais encore une fois, c'est pas. Pour moi, c'est pas le traitement qu'il faut appliquer, mais on peut en parler. Ouais. On a 54% là de gearing, c'est ça? On a 54% de gearing, oui. Aujourd'hui, donc il y en a un peu. Dites-vous quand même une chose, hein, sur tout ce qui a été fait depuis l'EuroPP, depuis 2017, rien n'est fait sans se projeter à un peu plus que la levée de fonds qu'on fait là. Donc, on sait quand est-ce qu'arrive le remboursement du TSSDI, même s'il a durée indéterminée, puisqu'il y a des effets cliquet de taux et ainsi de suite. Donc, soit on supportera un taux supérieur, soit à un moment donné, on le refinancera. Moi, je me rappelle la première réunion que j'ai fait ici en 2016, c'était 3 ans avant quasiment, enfin c'était début 2017, donc on était 2 ans avant la maturité de l'IBO. On s'inquiétait dans la salle de comment on allait rembourser l'IBO. C'était un non-sujet, on l'a remboursé. Donc aujourd'hui, j'attends 2020 pour qu'on commence à me poser les questions de savoir comment on va faire pour rembourser l'EuroPP et le TSSDI. Mais on a une stratégie financière qui est assez claire. Donc le TSSDI, on sait déjà comment les choses vont être financées. Je pense que dans notre tête, j'en dirai pas plus aujourd'hui, mais dans notre tête, c'est extrêmement clair sur comment on va refinancer le TSSDI. Mais c'est une marge supplémentaire pour se donner du temps et permettre d'atteindre le niveau de croissance qui va bien et un niveau de cours de bourse qui va bien pour tout le monde. Pas que pour nous, mais pour tout le monde. Donc tout ça, c'est très clair. Donc pour moi, c'est du quasi fonds propre. J'ai pas de problème à l'assumer. C'est pas de la dette. Et je rappelle une chose, hein, puis je sais pas si je le dis, on verra bien. Doge, dans le TSSDI, a investi de manière significative dans ce TSSDI. L'actionnaire majoritaire de réalité a investi de manière majoritaire dans le TSSDI. Ouais, on est majoritaire dans le TSSDI. On a mis 10 bars quand même. Il y a certains qui sont bien au courant dans la salle. Ouais, voilà. Mais on imagine bien qu'à un moment, il va falloir passer par une augmentation en dur des capitaux propres. Et il y a une chose qui est passée un peu peut-être discrètement, mais c'est ce qu'a dit Christophe, qui est une première nouvelle pour nous. C'est que l'équipe FI a modélisé un retournement de marché. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de millions d'euros d'autorisation de découvert chez Réalité.
Et ce qu'on s'est dit, c'est que s'il y a un retournement de marché, les autorisations de découvert, on va les perdre assez vite, puisqu'il va y avoir un vent de stress dans les banques, et on va nous dire vos autorisations de découvert à l'année. Bon. Donc on se dit, on veut faire une projection de cash flow comme si elles n'étaient pas là. Donc on repart de zéro, on oublie les 10 millions d'autorisations de découvert. On part à zéro, on modélise combien va nous coûter en cash un retournement de marché. Ça veut dire quoi? Augmentation du stock dur, perte de marge, ralentissement des rythmes de vente. On s'est mis d'accord en comité exécutif sur la modélisation d'un retournement de cycle et on est arrivé à la conclusion qu'il nous fallait 20 millions d'euros de trésorerie active en pied de compte tout le temps. Et on s'est dit, on se donne un an pour y arriver. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est vraiment la résilience du groupe et c'est complètement inédit pour nous, quoi. On n'a jamais eu une position de cash flow aussi bonne. On a vraiment de la trésorerie de manière très confortable aujourd'hui. Et c'est grâce à tout ce travail où, effectivement, il y a de l'euro de PP, il y a du TSS DESI, là, comme on dit parfois en interne. Je comprends votre question et Christophe a raison de vous répondre ce qu'il vous répond, mais je ne peux pas m'empêcher de comprendre votre question parce qu'elle est saine, votre question. Un jour, on le remboursera, ce truc-là. Mais en même temps, si on ne veut pas le rembourser, on le garde. Donc voilà, on est un peu entre les deux. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à bâtir quelque chose comme depuis 16 ans maintenant, de continuer de bâtir une entreprise qui est résiliente et qui peut se projeter sur 5 ou 10 ans. Donc notre stratégie, on l'a à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc effectivement, avec Christophe et toute l'équipe, d'ailleurs on parle de refaire une AK et tout, c'est à quand le bon moment. Quand on a un cours à 20 €, c'est bon pour personne de faire une augmentation de capital. Donc il faut aussi à un moment gagner du temps pour que les choses s'emboîtent tranquillement. Et tant qu'on a le confort d'avoir ce cash flow prévisionnel où on a un retournement de cycle qui est anticipé dans notre pied de compte, on n'est pas pressé. Voilà. Mais d'où aussi un peu mon appel aux investisseurs, c'est de dire, voilà, aidez-nous quoi maintenant. Aidez-nous, parce que tout ça sent... Tout le monde a un rôle à jouer. Et je ne crois pas qu'un cours à 20 €, ce soit un cours qui soit à l'image de la valeur du groupe, quoi. Moi, je sais où j'ai envie de l'emmener. On dit 400, 500 millions d'euros, 2023, 2025, 9% de EBITDA, ça fait combien? J'ai mis mon multiple de combien et j'aurai combien de dettes nettes, quoi. Et ma valeur d'entreprise, elle n'est pas 50 millions. En tout cas, on a cet objectif-là. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. Donc, cette décorrélation entre ce qu'on essaie de faire, la sincérité avec laquelle on vous parle aussi, hein, la transparence de tout ce qu'on donne, le soin qu'on y apporte, et l'embarquer parce qu'on a vraiment envie de vous donner les moyens d'apprécier la tangibilité de ce qu'on vous dit, fait qu'on est un peu embarrassé de ce cours à 20 €. Parfois, d'ailleurs, on se dit on va sortir de cote. Et en même temps, on est convaincu que ce n'est pas une bonne idée. Parce que quand on va au Maroc, le fait d'être une société cotée, ça compte, par exemple. Quand on peut lever un TSSDI et un EuroPP avec plus de facilité si on est coté que si on ne l'est pas. Vous voyez, donc tout a un rôle à jouer. Aujourd'hui, peut-être que le point de fragilité qu'on a dans le dispositif, c'est pas réalité, c'est pas heureux, c'est pas tout ça, même si on a beaucoup de travail à fournir, il n'y a pas de doute, mais c'est notre cours, qui est trop bas. Voilà. J'avais deux questions. La première, pour savoir si vous pensiez avoir un rôle à jouer dans le développement des smart cities en France, ou peut-être qu'en fait c'est déjà un peu le cas. Et une deuxième question concernant la maison connectée. Est-ce que vous travaillez avec des fabricants de produits ou d'autres sociétés pour proposer à vos clients, à vos acheteurs d'appartements, des appartements déjà connectés? Merci. Alors ça, c'est un sujet qui est récurrent pour nous. Alors, pardon, mais je ne vais pas tout de suite répondre à votre question. Ce que je veux vous indiquer, c'est qu'on travaille sur un livre blanc du logement en réalité. Parce que là, on est surtout sur la partie logement. Évidemment, les usages, la qualité attendue des services changent. Mais sur la partie livre blanc, ce qu'on veut, c'est faire en sorte, on cherche, pour juguler nos coûts de construction, on cherche à industrialiser, semi-industrialiser notre production en ayant toujours une expérience client qui s'améliore. Et donc, dans le livre blanc, un des chapitres du livre blanc, c'est la connexion des logements. Alors, il y a le logement, il y a un débat sur les parties communes aussi. Là, on voit se développer pléthore d'offres de syndics connectés, d'écrans connectés, il y en a vraiment des tonnes. Et aujourd'hui, on a le sentiment que
le maître d'ouvrage doit prévoir un logement qui est compatible, en fait, qui est prêt à recevoir des objets connectés. On ne croit pas que ce soit à nous de développer en propre les solutions d'objets connectés. Donc, on a des confrères qui ont une analyse différente. Ils investissent dans des startups, des proptech, des tech, enfin dès qu'il y a tech, ça va bien. J'avoue qu'on est un peu dubitatif. Alors, je ne sais pas si pour le coup, on n'est pas dans le conservatisme pour le coup, mais la techno, elle change tellement. Les acteurs sont tellement globaux. Les clients peuvent avoir aussi leurs marques, leurs usages, est-ce que je suis Apple, est-ce que je suis Samsung, est-ce que je prends... Enfin bref. Donc ce qu'on veut, c'est avoir des logements qui soient compatibles. On réfléchit aux questions de domotique, parce qu'il y a un moment, il faut quand même centraliser tout ça. Mais la question de la connexion des logements, on a l'impression qu'elle ne nous appartient pas tellement. Donc je dirais que pour l'instant, on n'investit pas beaucoup là-dedans. Concernant la Smart City, il se passe beaucoup de colloques autour de la Smart City, mais je dirais que dans le climat français, tout ce qui est big data et objets intelligents mis dans les espaces publics, aujourd'hui, c'est pas toujours facile à faire passer. Ça me fait penser à Enedis avec son compteur. Si c'est avoir les mêmes difficultés de contestation avec des lampadaires intelligents ou d'autres types d'équipements qui vous tracent en temps direct pour vous aider à perdre moins de temps dans les transports, sur le papier, c'est beau, mais à mettre en œuvre, c'est compliqué. Donc nous, on a envie de porter ça, mais encore faut-il être à l'échelle de la fabrication d'un quartier quand même, parce que quand on fait qu'un ouvrage dans un quartier, notre capacité à influencer ça, c'est pas énorme. Donc c'est pareil, on y est très à l'écoute, on a très envie d'être... je dirais que les mobilités urbaines nous intéressent beaucoup. Ça, c'est un sujet qui nous préoccupe parce qu'on voit bien le développement des nouveaux usages en termes de transport. Le vélo explose complètement. Les transports, même si ça fait polémique à Paris, les trottes électriques, tous les déplacements alternatifs, le covoiturage, etc. Tout ce nouveau rapport au déplacement est un mouvement de fond qu'on doit absolument prendre à bras-le-corps. Mais donc ça veut dire voir comment on fait des stationnements, est-ce qu'on propose via des partenaires des véhicules en colocation dans la copro. Enfin, il y a beaucoup de réflexions autour de services de cette nature. Et par exemple, dans le projet Quell, est-ce que vous proposez par exemple des bornes recharge? Bah oui, oui, on le fait. Mais il ne faut pas que ce soit gadget après. Parce que on n'a pas envie de tomber dans la tarte à la crème non plus, quoi. Parce que sinon, je vais vous faire un quartier écologique, citoyen, durable, et puis, en vrai, je peux en aligner quelques mots comme ça. Puis la réalité du truc derrière, elle est parfois un peu molle, mais évidemment, on est sur l'électrique, mais encore faut-il que les gens puissent se le payer, qu'on sache recycler les batteries, parce que le sujet de l'électrique, c'est pas si simple. Enfin, bon, il y a beaucoup de sujets. Je pense que dans la manière de fabriquer, on a des efforts à faire sur la concertation, même si on n'aime pas toujours ça. Il faut bien qu'on ouvre nos chakras et qu'on travaille avec les gens qui sont dans le coin pour faire les projets. Donc ça, déjà, c'est un progrès. Il y a la question de la transition énergétique, on en parlait tout à l'heure. On se fixe un objectif qui est très élevé, mais il faut qu'on trouve la bonne voie pour y aller. Et dans la transition énergétique, il y a 2 workshops. Il y a un workshop de réduction des émissions et il y a un workshop de compensation. Ça, c'est des sujets aussi importants. Et il y a tous ces sujets effectivement, de connexion au quartier, mobilité, qui vont derrière tous ces sujets-là. Mutabilité des bâtiments, par exemple. Quand on fait un immeuble de bureau, il faut vraiment qu'on se pose la question de comment je le transformerai en logement plus tard. Des parkings, si vraiment un jour la voiture connectée arrive, réellement, la voiture autonome, on va se retrouver avec des centaines de milliers de places dans toutes les métropoles qui serviront quasiment à rien. Donc comment, à terme, on fera muter les parkings? Voilà, maintenant, vous dites ça en 2e couronne de Nantes, où tout le monde a 2 bagnoles et demie par foyer. Franchement, c'est de l'ésotérisme pour certains clients, quand même. Donc, il faut trouver le bon curseur. Une dernière question? Pardon. Au Maroc, en Afrique, il peut se passer quelque chose d'important. Voilà.
On en reparlera en début d'année, comme on l'a dit dans la présentation, mais ce qu'on est en train de tester en Afrique, ça peut être tout à fait stratégique aussi pour le groupe. Et on retrouve quand même un territoire où il y a plus de rapidité, il y a plus de fluidité, il y a plus de pragmatisme, et il y a des besoins énormes et il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc c'est trop tôt pour en parler, encore une fois, mais je pense qu'on ne s'est pas trompé en mettant le pied au Maroc, où aujourd'hui les gens disent que the place to be au Maroc, c'est pas l'Afrique du Sud, en Afrique, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est le Maroc. Donc je pense que, et là pour le coup, on est aussi assez différenciant en termes de positionnement par rapport à beaucoup de grands acteurs qui sont franco-français pour la plupart. Du coup, moi j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre stratégie sur les résidences étudiantes, puisque je comprends qu'il y a des choses qui sont dans les cartons. Et la deuxième chose, c'était sur les 7 millions de rachats de minoritaires que vous avez fait depuis 2 ans. Ça doit se traduire dans les prochaines années par quel montant en plus dans le résultat net part du groupe? Alors, je commence par la deuxième, si vous êtes d'accord. On s'était fixé un objectif qui est... On a déjà dépassé quelque part l'objectif qu'on s'était fixé avec les 7 millions d'euros de rachat. Après, on veut le tester sur la durée. C'est-à-dire qu'encore une fois, là, on est sur un semestre. Donc, le fait que notre RNPG représente 77% du RN, on verra où est-ce qu'on atterrit au 31/12/2019. Et c'est pas possible de le modéliser à date. C'est-à-dire qu'on peut faire des anticipations. On sait à peu près où on va être, si vous voulez. Mais est-ce qu'on sera à 70, qu'on sera à 80, à 75 et tout? En fait, j'en sais rien. À date, j'en sais rien. Et après, il y a la temporalité des projets. C'est-à-dire que les projets dans lesquels nos co-investisseurs sont investis, il suffit que tout d'un coup, sur les 10 projets sur lesquels ils sont investis, on perde 6 mois. Je perds de la marge, je perds du TRI. Du coup, je reconnais plus de RNPG sur mes autres projets où il y a pas. Enfin, vous voyez, j'ai des effets de bord en fait en fonction du temps parce qu'ils ne sont pas sur tous mes projets. Donc, c'est extrêmement complexe de dire quand est-ce que l'on va récupérer dans le temps la totalité du résultat qui est lié aux 7 millions d'euros qu'on a investi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, on a transformé l'essai, quoi. C'est-à-dire que les 7 millions d'euros, on les a retrouvés déjà au 30 juin, on en retrouvera au 31 décembre, et on en retrouvera l'année prochaine et jusqu'en 2021, en fait. Parce que les parts qu'on a repris dans les projets, c'est souvent des projets qui étaient en début de vie pour justement payer le moins possible de marge au co-invest et en récupérer un maximum jusqu'à terminaison. Donc le temps que ça se déroule aujourd'hui, on est quoi, mi-2019 là sur les comptes qu'on a là, on a encore 2 ans, 1 an et demi, 2 ans pour récupérer tout ça, quoi. Maintenant, est-ce que ça se fera au 31 décembre de cette année ou plus au 31 décembre 2020 Sincèrement, je ne sais pas. Mais ils sont là, donc voilà. Dans l'idéal, en fait, quand on parle de la stratégie de co-investissement, on voudrait qu'ils disparaissent complètement du récurrent, de ce qui est vraiment le cœur de métier des petites opérations entre 3 et 20 millions d'euros. Pour être 100% en réalité. Et par contre, qu'on continue beaucoup de l'ingénierie sur les grands projets où on a très fortement intérêt de partager le capital. Et d'avoir toujours une logique de financement structuré sur les grands projets. On en parlait, c'est comme l'international. On va faire l'amorçage par la France. Il faut qu'on se donne d'une capacité à structurer des deal clubs en Afrique. Parce que nous, on ne va pas mettre 50 millions d'euros en Afrique, quoi. Alors déjà, on ne les a pas. Donc, et si on les avait, on ne voudrait pas. Par contre, 5-10 millions d'euros sur 2, 3, 4 ans, si ça marche bien, ok. Mais ça ne suffira pas, vu les projets qu'on est en train de développer. Donc il faut que notre filiale africaine, ce soit en réalité en Afrique, avec tous les services supports, avec sa capacité financière, sa capacité juridique, sa capacité de communication, etc. On est vraiment en train de bâtir un truc là-bas, quoi. Voilà, maintenant, c'est le début. Mais donc l'ingénierie, financement structuré, grand projet à fond. À fond, il faut le faire. Même si à la fin du jour, ce qui reste dans les comptes conso du groupe, c'est pas très important en termes de notoriété, c'est énorme pour nous. Et par contre, d'essayer de retrouver le maximum de notre capital, voire à terme 100% sur le tout venant, ce serait vraiment plus confortable. Enfin, on est dans les chiffres, par contre, qu'on peut donner, qui sont ceux-là très clairs. On est passé de 21 millions d'euros de fonds propres co-investis au 31/12/2017 à un peu plus de 14 millions d'euros au 30 juin 2019. Ça, c'est clair. On avait un accord avec Case qui est autour de 15 millions d'euros. Donc, on est même allé au-delà de ce qu'on avait targeté avec eux. Et après, le moyen de financer aujourd'hui, de remplacer du fonds de co-invest, très sincèrement pour nous, c'est ce qu'on fait déjà avec certaines banques,
c'est de la ligne semi-affectée où on vient substituer du fonds propre avec de la dette sur quelque chose qui est extrêmement cadré, quoi. Donc s'il y a d'autres banques qui ont envie de se mettre sur de la ligne semi-affectée, moi je suis très très preneur. Voilà. Après, l'autre question, ma réponse va être, va à mon avis vous décevoir, mais non, je ne peux pas en dire plus. C'était quoi l'autre question déjà? C'est sur la résidence étudiante. Dès que ça sera possible, on le dira. On dira ce qu'on est en train de faire sur la résidence étudiante. Voilà, on s'intéresse au secteur, comment on s'est intéressé aux résidences services seniors. C'est les résidences gérées, c'est pas du tout le même modèle, c'est pas du tout la même dynamique commerciale. Enfin, il y a des choses qui sont différentes et des choses qui sont similaires. C'est pas les mêmes Voilà. risques non plus. Mais là, non, on peut rien dire aujourd'hui. C'est bon? Eh ben, merci à vous. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Bon appétit dans la foulée pour ceux qui ont faim. Et puis bonne journée. Merci. Puis achetez des titres réalité.